nous sommes partis. J'ai beau ne pas parler mandarin, vous le constaterez quand j'essaierai de prononcer des mots dans cette vidéo, je dois quand même dire que l'écriture chinoise m'a toujours fasciné. Et une partie de cette fascination, comme certainement une partie de la vôtre d'ailleurs, vient directement des fantasmes que j'avais jusqu'à encore très récemment sur son histoire et sur son fonctionnement. Parce qu'on a coutume de dire en Europe que l'écriture chinoise c'est un caractère pour chaque idée de la langue, et qu'il faut donc en maîtriser une quantité incroyable pour pouvoir commencer à utiliser et comprendre ce système complexe. En tout cas, c'est ce que je pensais moi-même. Je me suis bien rendu compte pour préparer cette vidéo, on est bien loin du compte. D'ailleurs, c'est pour cela que l'on parle de sinogrammes en français, ou alors de caractères Han, ce qui est leur traduction de leur nom en mandarin. Parce que le terme idéogramme, que l'on rencontre parfois, c'est-à-dire de symbole notant une idée, n'est pas approprié à la réalité de cette écriture. Et si cela a pu être la réalité à une époque, c'est vrai, il faut remonter assez loin. Et justement, c'est logique. L'écriture chinoise est la plus vieille écriture utilisée dont l'usage n'a jamais discontinué. On en trouve les prémices il y a 3500 ans et il y a fort à parier qu'elle est en réalité encore plus vieille. Comme les systèmes d'écriture servent à transcrire des langues, et que toutes les langues évoluent, la logique implique alors que le système d'écriture et le mandarin ont évolué, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous êtes habitué à cette chaîne, vous savez que l'histoire des langues révèle souvent tout un tas de choses intéressantes. Comment est-on passé d'un bonhomme bâton à des caractères? Comment est-on passé de dessins arrondis à des tracés plus carrés? Comment finalement le chinois est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous que c'est précisément le sujet de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, retour dans le passé. Juste avant, du coup, qu'on fasse la transition, toutes ces questions-là, en fait, c'est des choses à laquelle j'ai été confronté comme remarque, mais c'est aussi les remarques que j'avais moi-même. Je me disais, le chinois, chaque caractère note une idée, ces idées, derrière, il peut avoir des mots complexes ou non, etc. Et en fait, il se trouve qu'en faisant cette vidéo, en cherchant pour faire cette vidéo, et comme vous le verrez dans cette vidéo d'ailleurs, ça, c'est une réalité du premier millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, on en est super loin de cette réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que idéogramme, en fait, sinogramme est bien plus adapté, puisque le chinois, les caractères chinois ne notent pas du tout que des idées, loin de là. En fait, il y a même une bonne partie, ça je vais pas vous spoiler la vidéo, mais une bonne partie des caractères qui n'ont pas du tout cette fonction, et il y a une bonne partie des mots qui se notent pas du tout avec un seul caractère. Même la majorité, une certaine majorité aujourd'hui des mots se notent avec plusieurs caractères. Les premières traces d'écriture en Chine remontent au néolithique, au 5e millénaire avant notre ère. Les symboles de Banpo sont l'un des exemples les plus connus, mais on ignore pas si c'est l'écriture à écrire une langue ou simplement à faire référence à un clan, à une personne, à quoi que ce soit d'autre. C'est d'ailleurs l'une des grandes questions concernant les symboles découverts à cette époque. Servaient-ils à noter une langue? Les écritures figuratives qui dessinent à l'origine l'heure réelle, avant d'aller vers plus d'abstraction, rendent difficile de répondre à une telle question lorsque l'on ne peut les comparer à leurs évolutions potentielles. De fait, que ce soit les symboles de Langshang datant du 2e millénaire avant notre ère, ou merci, je me suis cassé le cul, datant du 6e millénaire avant notre ère, aucune réponse ne peut être donnée avec certitude. Et c'est vraiment l'une des questions qui ne sera probablement jamais répondue avec certitude, c'est à quel moment en Chine on commence à utiliser des symboles pour écrire une langue et pas juste pour faire référence à des dessins. En fait, c'est un peu la même chose que... Imaginez si... En fait, faites un parallèle. Imaginez si en France, on avait développé une écriture idéogrammique, donc des symboles pour noter des idées, qui sont tirés du réel. Et qu'on était passé... voilà, qu'on avait commencé à... Qu'en gros, le symbole pour désigner la vache, aujourd'hui, était hérité d'un dessin qui ressemble à une vache. Tu tombes sur les grottes de Lascaux. Les grottes de Lascaux. Est-ce que tu peux dire que les grottes de Lascaux, à ce moment-là, c'est les prémices de ton écriture, ou alors c'est juste à ce moment-là des dessins pour dessiner le réel, mais que ça n'a pas vocation à servir d'écriture? C'est une question qui est extrêmement complexe et en fait à laquelle on ne peut pas vraiment répondre, puisque en l'absence de données écrites concrètes ou de témoignages écrits concrets sur quelle était l'utilité profonde de ces symboles à ce moment-là, on ne saura jamais vraiment si du coup les symboles de Banpo ou de Jiao, pour ne citer que, parce qu'il y en a d'autres, sont vraiment la première forme d'écriture, une proto-écriture, ou si c'est juste des symboles pour noter voilà, des trucs un peu comme ça, des gens, pour désigner des gens, des objets, etc. Est-ce que c'est similaire aux hiéroglyphes? Oui. Je le note pas dans cette vidéo-là, mais sachez que j'ai acheté 2 bouquins là sur les hiéroglyphes. Je compte faire une vidéo sur les hiéroglyphes bientôt. Il y a, et ça on va le voir, je vous montrerai les symboles, mais il y a des idéogrammes, enfin des sinogrammes chinois
qui ressemblent à s'y méprendre à des hiéroglyphes à l'origine, tout simplement parce que quand tu veux dessiner le réel, à la base, quand tu te bases sur du réel, quand tu te bases sur du pictographe, forcément, tu dessines un soleil, c'est un rond dans le ciel. Tu dessines des montagnes, c'est 3 pointes. Tu dessines un arbre, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment des hiéroglyphes et des proto-sinogrammes qui sont en fait quasiment identiques, quoi. Ça, c'est assez intéressant de voir que en fait, les êtres humains, d'une part et d'autre du monde, ils peuvent, pour dessiner le réel, pour commencer à élaborer un système d'écriture, en fait, ils partent de la même base. En discutant avec des personnes qui utilisent la langue cantonais pour la plupart, elles ont été surprises quand je leur ai dit que j'essayais de décomposer le caractère. Elles m'ont expliqué que oui, peut-être, mais en pratique, leur éducation est basée sur le par cœur, pas sur une approche analytique des caractères. Après, je sais pas à quel point c'est vrai pour le cantonais différemment du mandarin, puisque tout ce qui va être pictographique, ça va être de base, c'est dans le kit de base, mais tout ce qui va être les sinogrammes qui sont plus récents, notamment de l'ère impériale, le cantonais, pour le coup, tout ce qui va être on va en parler, mais tout ce qui est les idéophonogrammes, c'est basé sur la prononciation du mandarin, pas du tout celle du cantonais, et c'est des langues qui sont vraiment très 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 différentes aujourd'hui, d'un point de vue de la phonologie. Il faut attendre l'âge du bronze chinois pour que l'on puisse, avec certitude cette fois, parler d'un système d'écriture qui soit en directe ascendance de l'écriture chinoise actuelle. Il s'agit de l'écriture Osekai, dont le nom est, ma foi, assez transparent. Il s'agit d'écriture sur des os et sur des écailles. Et le plus souvent d'ailleurs, on utilise plus précisément des omoplates de bovins ou des écailles de tortue du plastron. De cette époque, on a pu identifier 6000 signes dont un tiers ont pu être déchiffrés. Les thématiques abordées dans les écritures sont toujours en rapport avec la famille royale, la diplomatie ou la conquête militaire, ou encore la religion. Pour cette raison d'ailleurs, on parle aussi d'écriture divinatoire. Les textes de l'époque n'excèdent souvent pas 10 à 20 caractères chacun. Ces images-là, c'est le média en question qui les a données. Ce qu'était la société chinoise de la dynastie Shang. Alors, là, ça passe très rapidement, mais donc du coup on peut faire la décomposition. Alors là, je me cache évidemment, il faut que je me cache 2 secondes. C'est où? Donc là, vous avez la prononciation Osekai, enfin l'écriture en Osekai. Donc pour le territoire Shang, qui désigne le territoire Shang en question. À droite, vous avez la version en bronze, c'est-à-dire, ça on va en parler juste après, c'est l'écriture utilisée sur des plaques de bronze, notamment sur des cloches, des sceaux, etc. Et en dessous, c'est l'écriture actuelle. Et donc du coup, vous avez un indice déjà de l'évolution du caractère. Et ça, c'est les caractères qu'on peut déjà décomposer. Hein. Merde. À cette époque, les symboles sont très figuratifs. Pour écrire le mot correspondant au tigre, on trouve un tracé qui évoque clairement l'animal. Idem pour le chien d'ailleurs. Ce symbole-ci, qui signifie voyage ou troupe, représente 2 personnes sous une bannière. On sait déjà qu'à l'époque, on trouve des écritures tracées à l'aide d'un pinceau et d'encre sur du bambou, mais l'outil prédominant reste la tige de bambou elle-même qui sert alors par exemple à graver dans l'argile. Durant la même époque, on trouve une autre écriture correspondante beaucoup plus figurative. Se trouvant surtout sur des bronzes, elle serait plus ancienne. Ainsi, le symbole du tigre y apparaît clairement dessiné. Pour qu'il soit plus simple à écrire, les symboles bronze ou osekai peuvent s'écrire retournés à 90 degrés d'un sens ou de l'autre. On le voit très bien avec le chien, par exemple. Donc ça, déjà aussi, ce qui est intéressant. Alors, c'est du coup, le bronze commence avant le sekai. On en a des traces avant. Et ça se termine après, notamment, parce que ça reste dans tout ce qui est liturgique et cérémoniel. Ça se maintient plus longtemps. Par contre, ça continue d'évoluer. C'est-à-dire que là, quand je note une écriture osekai ou une écriture bronze, c'est des écritures qui admettent des variations, tout un tas de variations, comme on va le voir, avec à peu près un tracé canonique, mais en gros, si on reconnaît la forme. Donc la forme, on la reconnaît à peu près. Et effectivement, les caractères, quand c'est plus facile de les retourner pour les tracer, on le fait. Et ça, par exemple, en hiéroglyphe, c'est pareil. Et c'est pareil, d'ailleurs, dans pas mal d'écritures de l'Antiquité. Le sens de l'écriture va varier, en fait. On va parfois écrire de gauche à droite, parfois de droite à gauche, et parfois de haut en bas aussi. Les caractères vont être orientés différemment parce qu'en fait, contrairement à notre alphabet à nous, c'est-à-dire si jamais vous mettez un P à l'envers, vous en faites un B, un Q ou un D. Dans les écritures pictographiques, quand vous faites le tigre à l'envers, ça reste un tigre. Vous ne le confondez pas avec autre chose. Et quand vous faites un chien, vous ne le confondez pas non plus avec autre chose. Donc du coup, ça permet aussi une plus grande... c'est plus permissif. Parce qu'on ne peut pas confondre. On peut pas confondre. Mais là, on voit déjà que le tracé du tigre a été simplifié en bronze, en tout cas. Et le tracé du chien aussi, d'ailleurs. Par contre, on a des traits qui sont plus épais. On a des traits qui sont beaucoup plus épais en bronze, qui permet du remplissage.
On le voit très bien avec le chien, par exemple. On constate donc que le sens de lecture ou d'écriture n'est pas fixé. Par ailleurs, durant la fin de la dynastie Shang, les caractères ne servent déjà plus à représenter le réel sous forme de dessin. Seuls 23% des caractères sont encore purement pictographiques, alors qu'un tiers sont composés via des associations sémantiques. L'écriture bronze évolue et reste utilisée durant toute la période de la dynastie déjà à partir du 11e au 3e siècle avant notre ère. Donc ça veut dire que déjà au début de la dynastie Zhou, et donc du coup à la fin de la dynastie Shang, donc en gros vers moins 1000, on est déjà plus que sur un quart des caractères qui sont pictographiques. Les autres, c'est des associations sémantiques, c'est des tracés qui peuvent être parfois inventés, c'est des espèces de mélanges, c'est aussi parfois basé sur la prononciation. Donc on est déjà, à cette époque, à moins 1000, déjà plus du tout sur une écriture qui représente le réel par des dessins. On est déjà sur quelque chose d'abstrait. La variante de l'écriture bronze de la région Tsin, c'est-à-dire à l'ouest de la Chine, et d'ailleurs ce qui donnera le nom à la Chine, se diffuse puis s'impose au reste de la Chine, justement, durant la période de la dynastie Tsin, justement. Donc les Tsin, alors la région Tsin, de la région Tsin, vient, ou Qin, je sais pas trop comment vous prononcez, parce que je prononce très mal. Bonjour Shanks, comme je l'ai dit au début, ça va falloir que je fasse des efforts là-dessus, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Vient la dynastie qui porte le même nom. Eux, ils ne vont régner sur la Chine que 14 ans. Par contre, c'est eux qui vont unifier la Chine et qui vont débuter l'ère impériale. Donc du coup, ils permettent de diffuser leur écriture qui est une variante de l'écriture qui est en cours, parce qu'à l'époque, chaque région a ses variantes. Des variantes qui peuvent être parfois très complexes, voire incompréhensibles pour les autres. Cette écriture, utilisée pour tout ce qui est cérémoniel, porte en français le nom d'écriture de style sigillaire, puisqu'on la trouve essentiellement sur des sceaux. Comment ça, Zvatiska? La dynastie des Qin. Les Qin. Bah, je sais pas, mais non, mais je sais pas. Moi, faut pas me dire, faut pas me. J'ai fait ce que j'ai pu. Quand j'essaie de mettre des tons, d'ailleurs, vous allez le voir. Donc, c'est l'écriture sigillaire. Donc, ça, c'est l'écriture des sceaux, très spécifiquement. C'est une écriture qui est plutôt aussi là sur du. qui prolonge l'écriture bronze. En tout cas, après, elle va se distinguer entre le grand sigillaire et le petit sigillaire, donc l'écriture plus commune, l'écriture plus sur du bronze, etc., sur des sceaux, notamment les sceaux impériaux. Est-ce qu'on sait pourquoi une écriture alphabétique n'a pas été inventée quelque part en Chine? Il y en a eu des écritures alphabétiques, et on va le voir, une bonne partie des caractères se base sur la prononciation. L'écriture sigillaire, c'est le prémisse vraiment des écritures. Et vous voyez, on a encore des tracés qui sont assez arrondis. Encore assez arrondis. Cette écriture admet plusieurs variantes régionales, notamment durant la période des printemps et automnes, et durant la période des royaumes combattants. Ainsi, la variante appelée calligraphie oiseaux et insectes a cours dans le royaume du Wu, du Chu et du Yue. Regardez ces caractères. Ça, c'est la calligraphie oiseaux et insectes. Ça, c'est tracé comme ça, très calligraphié, très arrondi, très à faire des fioritures. C'était assez incompréhensible. Assez incompréhensible pour la plupart des autres. Et ça, c'était la calligraphie, effectivement, qu'on avait dans le sud de la Chine, par exemple, à cette époque. Donc, royaume, printemps et automne, c'est une période assez large, notamment je crois, hein, qui est notamment celle des royaumes combattants, qui inclut notamment la période des royaumes combattants, je crois, qui est ma période, vraiment la période que je préfère de la Chine, puisque c'est celle que j'ai découvert avec les jeux. Le rouge et le vert. Le vert, c'est le rouge à la base, c'est les royaumes printemps et automne. Et en vert, c'est là où la calligraphie oiseaux et insectes est utilisée. Et c'est un enfer. Et alors juste aussi, le Yue, eux ne parlent pas une langue chinoise. Eux parlent une langue thaï, à la base, ou une langue viet. Ils parlent une langue qui est beaucoup plus proche du vietnamien actuel. Ça faisait beaucoup d'informations en peu de temps. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. La vidéo est trop indigeste. Non, mais c'est bien possible. Hein. C'est très complexe. L'écriture sigillaire est standardisée par Li Si, premier ministre de l'Empire de Chine unifié par l'empereur Qin Shi Huang, qui le rend alors obligatoire aux scribes. De cette époque date également le plus vieux dictionnaire dont on ait encore des extraits aujourd'hui.
L'écriture petit sigillaire comporte alors 3300 caractères et elle est destinée à l'usage courant de l'écriture, tandis que le grand sigillaire se maintient pour tout ce qui est cérémoniel. Durant la normalisation opérée par Li Si, aucune nouvelle forme n'est créée mais on se contente alors de composer, à partir de ce qui existe déjà, de nouveaux caractères. Pour la dynastie Tsin, la volonté de standardisation linguistique s'accompagne par ailleurs d'une volonté de standardisation politique. Ainsi, durant l'événement appelé Incendie des livres et Enterrement des lettrés, des autodafés auraient visé de nombreux livres de poésie, de philosophie et d'histoire. De nombreux lettrés et scribes auraient même été enterrés vivants. Cependant, j'utilise ici le conditionnel car ces événements ou leurs déroulements sont aujourd'hui remis en cause. Ah oui, je suis ONG, bien sûr qu'il y a des étymologies populaires à fond. Elle débute alors l'ère impériale de la Chine qui ne se terminera qu'en 1912. À la fin de son règne, elle est alors remplacée par la dynastie Han. C'est ce nom qui sert aujourd'hui à désigner l'ethnie majoritaire de Chine, mais aussi le nom des caractères chinois. Sous la dynastie Han, l'écriture sigillaire continue d'être utilisée, mais une autre variante, qui était déjà en train d'émerger sous la dynastie Tsin, fait aussi son apparition. C'est l'écriture des clercs. Celle-ci est particulièrement l'écriture cléricale, ou le style clérical. Ainsi, un chinois d'aujourd'hui peut en lire et en comprendre une bonne partie. Si le style clérical s'impose rapidement, c'est certainement parce qu'il est bien adapté à l'outil qui à cette époque s'impose au détriment des autres, le pinceau. De fait, les lignes... Ouais, alors, moi je vais couper, je vais reprendre ce que j'ai dit. Du coup, ça c'est une rupture majeure, parce que quand vous passez de tiges de bambou dans l'argile, ou de tiges de bambou sur des os, ou des écailles, ou de la pierre, genre de truc, enfin de la pierre, et qu'après ou de la taille de pierre, à un pinceau et de l'encre sur du papier, ou sur des livres de bambou aussi, ces espèces de tables de bambou, vous avez une façon de tracer qui est radicalement différente. Ce qui fait que pour éviter les allers-retours, qui sont extrêmement peu pratiques avec un pinceau, si vous avez des pinceaux avec des longs poils, faire un demi-tour, c'est très compliqué. Elle la précède, d'accord, merci Chapello. C'est très compliqué. Faire des arrondis propres, c'est extrêmement compliqué aussi. C'est pour ça que l'écriture passe de quelque chose d'assez arrondi à quelque chose de beaucoup plus carré au niveau des tracés. Elles deviennent plus épaisses, mais le tracé des courbes est bien plus difficile, il est alors évité. Le retour en arrière, également, pose problème. Ainsi, le tracé des caractères, qui était autrefois plutôt rond, devient plutôt carré, ce qui marque une nouvelle rupture dans l'écriture chinoise. Malgré toutes ces innovations, certains jugent à l'époque que l'écriture cléricale manque encore d'optimalité. Durant le règne de Liu Xie, dernier empereur de la dynastie Han, lui, j'en ai chié aussi. Fait alors son apparition. Dire son nom. Sa principale caractéristique, c'est de normaliser le nombre de traits d'un caractère et de définir leur tracé canonique. Est-ce qu'en chinois, un caractère a plusieurs prononciations? A une seule prononciation ou plusieurs comme en japonais? Alors, il me semble qu'il y a des caractères qui ont plusieurs prononciations, mais je crois qu'ils ont tous une prononciation plus ou moins canonique, qui est la prononciation d'origine, me semble-t-il. Ce système existe encore aujourd'hui et ceux qui apprennent l'écriture chinoise le savent bien. Le caractère Yuan, par exemple, comporte les 8 traits fondamentaux. On parle alors des... Alors, ça, j'en ai chié pour le prononcer. J'en ai chié de ouf. 8 principes de... Normalement, j'ai bien décomposé. Hein. C'est moi qui ai fait la décomposition, je crois que c'est la bonne. Yuan, dont on attribue la codification à Liu Zongyuan au tout début du 9e siècle. Si le style régulier ne s'impose pas aussitôt face au style clérical, il continue d'évoluer et devient majoritairement utilisé au 5e siècle. C'est d'ailleurs celui qui règne encore en maître aujourd'hui sur la Chine. Et c'est celui sur lequel l'écriture chinoise actuelle se base la plupart du temps. Il est déjà bien loin le temps des logogrammes. Changement de cadre, puisqu'il se trouve que ma carte SD, mon enregistreur a planté, que j'avais perdu tout le son des 2 tiers de la vidéo, 2 autres tiers de la vidéo. Du coup, j'ai dû retourner. J'ai dû retourner. Celui des dessins figuratifs. Avec le temps, les tracés faisant directement référence au réel deviennent plus abstraits et dès lors, il y a une déconnexion entre l'écriture et ce à quoi elle fait référence. S'il est donc difficile de reconnaître un chien ou un tigre dans les caractères qui les désignent, c'est pour gagner en efficacité, en rapidité, en résilience. L'abstraction des caractères conduit à une réduction significative de leurs variantes, notamment durant les périodes de rationalisation ou de standardisation de l'écriture. Par exemple, durant la période de l'écriture Osekai, le caractère Maa possédait quelques 167 variantes, dont certaines pouvaient être utilisées au sein d'une même phrase. Donc vraiment, là, c'est différent, différentes écritures du caractère donc Maa, cheval. En écriture Osekai, on voit, j'en ai mis que 5, parce que j'en ai trouvé que 5 en réalité différentes.
J'ai pas accès aux sources suffisantes pour en noter d'autres. Mais on voit quand même la logique, on voit le pattern, on voit genre que la première version est la plus complexe, celle qui est la plus pictographique, et celle du milieu, par exemple, elle est beaucoup plus sommaire, quoi. Parce qu'en fait, tu gagnes en rapidité, tu gagnes en tracé. Mais tu reconnais quand même encore, un peu. Ce n'était pas tant un problème à cette époque où l'écriture était encore en partie figurative, puisque l'on reconnaissait l'objet décrit par le caractère. Cependant, en réduisant le nombre de traits ou en les réorganisant pour que le caractère soit plus facile à tracer, ou pour qu'il soit plus cohérent avec les nouvelles règles, le lien entre l'écrit et le réel s'est distendu, et lorsque l'identification est venue à faire défaut, la compréhension des variantes a réduit. Désormais, le caractère pour cheval ne comporte plus que deux formes, celle du chinois traditionnel et celle du chinois simplifié. Donc en gros, donc là j'ai pas mis toutes les étapes, hein, il y a évidemment les étapes en bronze, en sigillaire, en clérical, etc. Enfin, on n'est pas passé de l'un directement à l'autre. Mais la logique qu'il faut comprendre, c'est celle-ci. Quand vous êtes sur une écriture pictographique, et vous pouvez tenter, c'est que tu peux te cacher qu'on puisse tout voir. Voilà, c'est juste ce caractère-là. C'est que... du coup, tant que vous représentez le réel, même si jamais vous faites de la variation, on reconnaît quand même l'identification, on reconnaît le truc, on peut s'accrocher à quelque chose. Mais quand vous commencez à vraiment trop rentrer dans l'abstraction, on ne reconnaît plus l'objet. Et donc, quand on ne reconnaît plus l'objet, et que vous ne pouvez plus vous permettre autant d'avoir de la variation graphique, parce qu'à ce compte-là, vous vous retrouvez avec, non pas 160 dessins de chevaux différents, vous vous retrouvez avec 160 variations de quelque chose dans lesquelles on ne reconnaît plus du tout le cheval. Donc là, du coup, faut vraiment... il faut clarifier, quoi. Il faut faire du ménage, quoi. Vraiment, il faut. T'as pas le choix. Et donc, c'est pour ça que, ça on en parle aussi à la fin de la vidéo, il y a eu des efforts, il y a eu des réformes régulières pour, en gros, écrémer, quoi. Écrémer et dire, bah, toutes ces variantes-là, salut, quoi, ça dégage. Parce qu'un système d'écriture à base logographique ne peut pas juste représenter le réel qui, par définition, évolue. Que ce soit factuellement, ou que ce soit dans la perception que l'on a. Pour pouvoir plus facilement transcrire les mots empruntés à l'étranger, les noms propres ou tout simplement s'adapter aux nouvelles inventions lexicales, le système purement logographique est inadapté. Tous ceux qui ont suivi cette logique, que ce soit le sumérien ou l'égyptien, ont dû s'éloigner de la correspondance un objet ou un concept égale un caractère unique. Et oui, parce que sinon tu ne peux pas. Juste, on l'a dit tout à l'heure, mais comment vous faites pour transcrire des noms propres ou transcrire des emprunts étrangers dans une langue qui ne pourrait, par définition, que représenter le réel? Et comment vous faites pour parler de concepts très spécifiques, très sociaux et très difficilement descriptibles, des choses qui sont par définition un peu diffus, un peu vagues, un peu abstraits? Comment est-ce que vous pouvez les dessiner, en fait? Vous ne pouvez pas. Et donc, vous devez évoluer au niveau de la pratique de l'écriture pour pouvoir intégrer ces données et pour pouvoir donc avoir une écriture qui puisse s'adapter beaucoup plus facilement à l'évolution linguistique et l'évolution sociétale, quoi. Sinon, t'as pas le choix. Sinon, ça devient très rapidement caduque. L'idée préconçue qu'il y aurait un caractère unique propre dont le tracé est inspiré par ce que le mot désigne, eh bien, elle ne date pas d'hier. Et c'est une vieille idée, hein. Pour certains caractères, c'est le cas. Juste, je refais une parenthèse, et ça, je l'ai lu dans un bouquin sur les hiéroglyphes. Les Européens ont longtemps pensé, peu importe qu'ils étudient les hiéroglyphes ou l'écriture chinoise, ils ont littéralement pensé jusqu'on va dire à la fin du 18e, que c'était un symbole égal un sens, un concept. Point. Il ne pouvait pas en être autrement. Sauf que en chinois, comme en écriture hiéroglyphique, comme dans les hiéroglyphes égyptiens, ce n'est qu'une partie de l'écriture. Et c'est pas forcément la partie majoritaire. D'ailleurs, en chinois, ce n'est pas la partie majoritaire. La majorité des sinogrammes ne représente pas le réel. La majorité des sinogrammes sont composés à partir d'autres sinogrammes, à partir desquels on fait soit des associations de sens, soit des associations de prononciation. Donc ça devient des lettres, quoi. Cependant, aujourd'hui, seuls 10% des mots s'écrivent en chinois par un caractère unique d'origine pictographique. Ah, donc ça a encore réduit. L'étymologie... On était à 23% sous la dynastie Shang. Au 2 ou 3e siècle, on n'est plus qu'à 10%. Non, aujourd'hui, on n'est plus qu'à 10%. Ça a vraiment réduit, quoi. Strictement pictographique d'un mot est donc, en réalité, minoritaire.
D'ailleurs, le premier ouvrage chinois parlant d'étymologie s'appelle Shuowen Jianzi et il J'ai a fait été ce que j'ai écrit pu. par Qiu Shen au début Niveau du IIe siècle prononciation, avant j'ai fait notre ce que j'ai pu. ère. Ce livre cherche à identifier la véritable origine Merci, des Jean. caractères. Ces derniers, qui à son époque sont abstraits et parfois ambigus, posent parfois problème pour la lecture ou pour la compréhension des classiques. Le dictionnaire Donc à la base, hein, ce bouquin, c'est pas un bouquin d'un mec qui s'est pris de passion pour la linguistique, ça a une fonction politique. On ne comprend plus les classiques, c'est le sbeul dans l'écriture, il faut qu'on standardise, notamment pour qu'on puisse avoir accès à la lecture et la compréhension de ce qui pouvait être fait avant, et pour savoir dans quelle direction on va aller en réformant l'écriture. Le dictionnaire étymologique de Qiu Shen recense 9353 entrées et 11 163 variantes graphiques, mais il permet néanmoins d'identifier 540 radicaux qui correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui des clés. Et comme ça a été dit tout à l'heure, le Shuowen Jianzi, ou je sais plus comment vous le dites là, le premier dictionnaire étymologique, il y a dedans des étymologies populaires. Il y a dedans des fausses étymologies. Il y a des tracés qui sont abstraits, qui sont partiaux, qui ont été choisis, ou qui ne correspondent pas aux véritables origines. Ça, j'ai envie de dire, c'est comme tous les dictionnaires étymologiques qui ont pu exister avant l'invention de la linguistique et de l'étymologie. 163 variations, oui, ou variantes, peu importe. T'as dit 11 000 ? Ah, peut-être. Peut-être. Mais c'est que je me suis trompé à l'oral, pour le coup. Je me suis trompé à l'oral, je crois. Je sais plus. Ah putain, je sais plus. Attendez, c'est à l'oral ou c'est à l'écrit ? Non, c'est à l'oral que je me suis trompé. C'est l'écrit qui prévaut. L'écrit prévaut. Du coup, je sais plus ce que je disais. Probablement rien d'intéressant. Oui, non, les étymologies et les tracés populaires. En fait, il y a une phrase que je n'ai pas intégrée, qui est une phrase qui serait attribuée à Lao Tse, qui dit que, en gros, lui, il déplore le fait qu'il y ait des scribes qui ne reconnaissent plus certains caractères chinois et qui, du coup, utilisent à la place des caractères inventés toutes pièces, faciles à tracer, qui ne se basent pas sur pas grand-chose, à part le fait qu'ils sont jolis et qu'ils sont faciles à tracer. Et ce genre de tracé aurait été intégré dans certains caractères. Bon, comme j'ai pas trouvé la source exacte et j'ai pas trouvé de quel caractère il s'agit, et je l'ai pas mis dans le script, mais c'est une chose que j'ai lue. C'est probablement vrai, puisque en fait ce genre de choses, ça a été un peu plus ou moins vrai dans toutes les langues. Dès l'instant qu'il y avait des scribes, dès l'instant qu'il y a eu une fonction de gens qui étaient censés connaître la langue, maîtriser l'écriture, une écriture complexe et la rationaliser, les étymologies populaires, il y en a à chaque fois. Ou d'ailleurs des écritures étymologiques qui ne se basent sur rien, il y en a à chaque fois. Donc je pense que c'est probablement vrai. Après, est-ce que c'est Lao Tse qui s'en est rendu compte le premier ? Je pense pas. Je sais pas, du coup. Bon. Donc en gros, sûrement vrai, quel caractère, je ne sais pas. Les caractères pictographiques étaient certes omniprésents durant l'âge du bronze, ils n'étaient plus que 23% à la fin de la dynastie Shang et ne représentent déjà plus que 4% du total dans ce dictionnaire du IIe siècle. Ce sont en premier lieu des caractères simples décrivant par exemple des parties du corps, l'environnement, la faune ou encore la flore. Donc j'ai pas trouvé le caractère singe en Osekai, du coup je l'ai pas noté. Par contre, là vous voyez bien la logique par laquelle on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire que en Osekai, là vous voyez ma souris, le premier caractère, c'est littéralement un œil. Voilà, c'est un dessin d'œil. Là, c'est encore... Alors, dans le bronze, encore une fois, la particularité, c'est qu'on avait des tracés remplis. Donc, on fait remplir des tracés. Donc là, on a vraiment un œil. Et là, il a été permuté à 90 degrés. Il est devenu horizontal. Du coup, vous avez un œil... il était mis vertical, pardon. Donc là, vous avez un œil à la verticale. Et ensuite, on comprend bien comment on passe à un œil ici. C'est que l'œil, en fait, c'est vertical, tout simplement. Et là, pareil pour la Lune, on voit bien la logique. C'est-à-dire qu'à la base, on a un demi-cercle, pardon, avec les traits qui dépassent. Ensuite, le demi-cercle est plus affiné, bon, avec des points au milieu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça en bronze. Ensuite, ça, on le tourne à 90 degrés aussi, et ça donne le caractère actuel. C'est aussi parce que les caractères ont été retournés, c'est ce que je disais au début de la vidéo, des fois les caractères pivotent en fait, à 90 degrés. Le caractère pour singe, je trouve qu'on le reconnaît assez bien. On voit assez bien ce qu'il en est. Et le caractère pour bambou, on le voit très bien aussi. Et ça, faut noter que le caractère pour arbre en Osekai ressemble. C'est juste qu'il y a quelque chose au-dessus. Et il est unique. Il n'y a pas de barre. Et donc le bambou, en gros, c'est dessiné comme une plante avec des racines, mais sans
sans chapeau, quoi. Et pareil, on le reconnaît assez bien, quoi. Aujourd'hui, l'évolution des tracés fait qu'il est difficile de voir le lien entre l'objet réel et le caractère. Mais lorsqu'on se penche dessus, on peut effectivement comprendre le cheminement. Par exemple, le caractère nu, signifiant femme, représente à l'origine une femme à genoux. Le caractère tsui, oiseau à queue courte... Juste celui-là, à la base, on se dit, mais c'est quoi le rapport entre ça et une femme? Et en fait, quand tu l'écris comme ça, sur le papier, tu peux comprendre la logique, beaucoup plus facilement, quoi. Clairement. Représenter un oiseau dont la grille correspond aux ailes et la partie gauche au corps et à la tête. Là, pareil, là, on comprend beaucoup plus facilement comment on est passé de l'un à l'autre. Merci, Spleen, pour le sub. Certains caractères actuels sont à l'origine des caractères qui sont superposés. Le mot barbare superpose par exemple le caractère homme et arc, puisqu'il désignait vraisemblablement les Mongols du Nord, armés d'arcs. Le caractère désignant à l'origine l'homme grand possède de nombreuses variations d'origine. Alors j'ai noté homme grand aujourd'hui, juste petite parenthèse là-dessus, parce que je pense que j'aurai des commentaires là-dessus. Aujourd'hui, ça a l'air de pouvoir, ça, a priori, veut dire grand tout court, ou majestueux, un peu ce genre de choses, a priori, de ce que j'ai lu. Mais il se trouve qu'à l'origine, c'est vraiment la signification, c'est un homme grand. C'est vraiment l'origine du caractère d'un point de vue pictographique. Et d'ailleurs, j'ai lu que dans plusieurs dialectes chinois, donc dans plusieurs langues chinoises, ce caractère aujourd'hui désigne le père de famille, par exemple, ou le patriarche. Ce qui est pour le coup, une dérivation sémantique logique. Donc en fait, il y a bien quand même bien ce lien qui existe. C'est pas une erreur de ma part. J'ai une sekai qui indique la position du corps, comme la tête en arrière, les jambes en tailleur, et c'est à partir de ce caractère, effectivement, les jambes entravées. Alors là c'est pas évident, hein, mais évidemment, c'est parce que ça répondait en osekai à une logique qui était de la tête en arrière. Bon, là, on le voit à peu près. Les jambes entravées, c'est un peu plus difficile à voir, etc. Parce que maintenant, il y a en japonais, ce caractère désigne directement la grande taille. Bon, bah voilà, on y est là, clairement, très concrètement. Là, évidemment, c'est les tracés actuels, mais à l'origine, en osekai, bien sûr, c'est dessiné beaucoup plus concrètement. Mais voilà, comme on l'a noté, la plupart des caractères chinois ne correspondent pas à la logique un caractère égale un sens, ou égale un objet décrit. Déjà en écriture osekai, on associe plusieurs caractères pour en former de nouveaux. La majorité des caractères osekai utilisés durant la fin de la dynastie Shang sont d'ailleurs des caractères composés. Cet exemple de l'homme avec son arc n'est alors qu'un aperçu, puisqu'il existe bien des façons de composer un caractère. Par exemple, et c'est une façon assez simple, c'est de montrer la partie du caractère que l'on cherche à désigner. Ainsi, le caractère racine est noté comme un trait à la base du caractère arbre, là où se trouvent les racines, alors que le trait au-dessus note plutôt la cime de l'arbre. Ça c'est facile par exemple, ça c'est facile. Le caractère pour porcherie n'est quant à lui jamais que le caractère pour cochon entouré d'un enclos. On va retrouver cette logique de composition pour le caractère prisonnier, notant un homme dans un enclos. Là pareil, c'est facile. Le caractère est enfermé, c'est littéralement ce qui est décrit est enfermé. Encore le caractère pour conformisme, déterminisme, qui note un homme adulte enfermé. Ça ne date pas d'hier, puisqu'on trouve l'origine... Alors conformisme veut aussi dire suivre, ce genre de choses. Ces caractères en écriture osekai, où cette logique interprétative a été mise en place. On dit alors que le caractère ici est une clé. C'est un... Ou un radical, on appelle ça aussi un radical. Radical à partir duquel on va composer un autre caractère, la plupart du temps appartenant au même champ lexical. Donc là, c'est littéralement la liste de tous les caractères basés sur cette clé. Là, vous les avez tous. Donc, il y a des caractères qu'on reconnaît. Alors, ils sont tracés. Alors, évidemment, ça, je le décris pas dans la vidéo, mais quand vous cherchez dans un dictionnaire, comme j'ai pu le faire là, par exemple, là, vous partez de la clé et ensuite, vous comptez le nombre de traits. Le nombre de traits. Et il se trouve qu'en chinois, je me suis pas étendu là-dessus, parce que je fais l'histoire d'un point de vue purement... au niveau des tracés, pas au niveau de comment on trace, mais il se trouve qu'en chinois, tous les traits sont décomposés pour être comptabilisés éventuellement et dans un dictionnaire, c'est-à-dire vous comptez le nombre de traits d'un caractère et c'est comme ça que vous allez chercher votre caractère dans votre dictionnaire. Donc là, vous avez cette clé-là qui se trace en 3 traits aujourd'hui, mais traditionnellement en 2 traits. Bon, ça c'est... Bon, voilà. Et ensuite, du coup, plus 2, du coup, vous avez cela, plus 3 traits, vous avez cela, etc., etc., etc. C'est comme ça qu'ils écrivent leurs caractères sur leur téléphone, c'est trié par radical et par nombre de traits. Alors moi, j'ai aussi vu juste des gens qui écrivent en pinyin. Et ensuite, ça sort les caractères. La clé, c'est le carré. Ouais, c'est le carré avec les petits bitoniaux qui dépassent. Elle est extrêmement proche, donc ça, c'est la clé. En gros, celle-là, c'est muraille, enclos.
Et elle est très proche d'un autre dont on va parler qui est bouche. Mais il y a une petite variante graphique, qui est surtout une variante de taille littéralement, la taille du caractère. Mais ils sont très proches et aujourd'hui ils sont confondus, mais à l'origine, c'était... Parce qu'on a aussi la convergence graphique, hein, évidemment. C'est comme ça qu'on réduit le nombre de traits dans la langue et le nombre de caractères. C'est quand deux caractères se ressemblent, ben on dit qu'on les fusionne et que c'est le même. Et en fait, du coup, il y a deux clés qui existent, qui sont quasi identiques et qui en réalité sont identiques la plupart du temps quand elles sont tracées. C'est celle pour la muraille, celle pour la bouche. Et c'est cette clé que l'on va utiliser dans les dictionnaires pour classer les mots. Si Qiu Xian comptait ça, c'est la liste de tous les radicaux de l'époque. Alors 540 clés, le nombre a été ramené aujourd'hui à 214. Non, ça c'est les 214, ça. Ça c'est les 214 clés. Et si l'on trouve des compositions utilisant plusieurs caractères différents d'origine pictographique, on peut également en trouver où c'est le même caractère qui est répété. Ce procédé, là aussi très ancien, permet facilement de noter une quantité, une massification ou une exagération. Ainsi, arbre devient bois ou buisson. Ça pareil, c'est facile, ça on appelle de la réduplication linguistique, on en a à l'écrit, mais on en a aussi à l'oral, dans pas mal de langues, on en avait en indo-européen, etc. C'est la réduplication, ça a une fonction, je crois que c'est dans toutes les langues où j'ai vu que ça existait, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est toujours un marqueur d'intensité ou de nombre. Et là, c'est littéralement le cas. C'est-à-dire, un caractère pour l'arbre, c'est un arbre, 2, c'est un buisson ou un bois, 3, c'est une forêt dense, quoi. Voire forêt dense, et graine devient herbe, puis plante. C'est une chose que l'on a à peine évoquée, mais beaucoup de caractères sont d'ordre idéophonographique, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'une clé qui désigne graphiquement ce à quoi il est lié, et d'un caractère évoquant purement la prononciation du mot alors décrit. Et alors là, c'est le moment où ça va devenir un peu technique, je vais vous accompagner. Mais c'est logique, en fait, et c'est pratique. En réalité, la plupart des caractères chinois sont de cette catégorie. C'est le cas pour 9 caractères sur 10. Ce n'est pas nouveau, puisqu'à l'époque de Qiu Xian et de son dictionnaire, 8 caractères sur 10 étaient de ce type. On peut même remonter plus loin, puisqu'en écriture Osekai de la fin de la dynastie Shang, 3 caractères sur 10 suivaient déjà cette logique. Donc on avait 30% des caractères Osekai se basaient sur la prononciation, on est monté à 80% à l'époque de Qiu Xian, donc 2e siècle, c'est ça, 3e siècle. Et là, on en est à 90%. Donc c'est énormissime, en fait. C'est 90% des caractères chinois incluent un élément qui est d'origine, enfin, qui note à l'origine une prononciation. Et pas du tout le réel, du coup. Cette notation de la prononciation dans le caractère permet en principe d'aider celui qui ne le connaîtrait pas à en deviner le sens. 2 tiers des idéophonogrammes, c'est-à-dire à peu près 60% de tous les caractères chinois, peuvent alors se déduire si l'on connaît la langue orale. Oui, parce que si jamais vous parlez chinois, mandarin en l'occurrence, et que vous ne connaissez pas des caractères qui sont des idéophonogrammes, en fait, littéralement, quand vous les lisez, vous les avez déjà vus. Vous avez déjà vu ces éléments ailleurs, les éléments qui font la composition ailleurs, et vous savez comment ils se prononcent. Et donc vous pouvez déduire, connaissant la langue, connaissant comment le caractère est censé se prononcer, ce qu'il est censé vouloir dire. L'obstacle, évidemment, c'est de connaître le mandarin, puisque ce n'est pas la seule langue chinoise à utiliser ces caractères. D'ailleurs, on trouve pour cette raison des idéophonogrammes qui peuvent la carte sur la boutique, on rappelle. Où l'on parle plutôt cantonais, hokkien ou minnan. Mais restons ici concentrés sur le mandarin. Par exemple, le caractère voix, lorsqu'il voilà, donc il est un peu plus écrasé, caractère voix. Qui sert de clé peut permettre de noter que l'on emprunte la prononciation de l'autre caractère de la composition. Ainsi, voix plus cheval donne l'idéophonogramme qui se prononce comme le mot cheval, si l'on fait abstraction des tons. Ce caractère note alors la particule grammaticale interrogative prononcée ma. Donc ça c'est logique en fait, enfin, regardez comme c'est facile. En gros, vous avez le caractère qui dit ça se prononce pareil. Là, en l'occurrence, le caractère bouche, c'est ce qu'il veut dire. Il dit c'est vous prononcez pareil que le caractère cheval pour faire un mot qui se prononce comme le caractère cheval sans les tons. Et du coup, vous avez votre autre mot. Et là, en l'occurrence, c'est une particule grammaticale. Et vous ne pouvez pas dessiner une particule grammaticale. Vous ne pouvez pas représenter le réel de ce qu'est une particule grammaticale la plupart du temps. Donc c'est astucieux. C'est astucieux, c'est-à-dire que quand tu vois ma... quand tu vois ma avec le symbole qui veut dire ça se prononce pareil, du coup, vous déduisez directement ce dont il s'agit. Et ça marche pour tout un tas d'autres caractères. Pour la désignation des noms propres, ce système est très largement appliqué. Ainsi, le nom d'une montagne se composera du caractère montagne et des caractères dont la prononciation est empruntée. On trouve la même logique pour les fleuves, qui se basent sur le caractère rivière, ou alors encore pour les plantes, pour le vivant, etc. Donc là, en fait, les caractères peuvent avoir une fonction de classification, c'est-à-dire que si vous avez montagne, plein de caractères derrière, c'est montagne qui se prononce comme tous les caractères qui suivent, ou qui précèdent en l'occurrence en chinois, en mandarin. Et c'est vrai pour tout un tas de trucs, et là je le note pas, mais le vivant par exemple, le vivant c'est beaucoup ce genre de choses. Ainsi, ce qu'on appelle en français
Donc, cheval plus voix, ça veut dire cheval. Non, justement, ça se prononce comme le mot cheval, mais ça veut dire autre chose. C'est un mot qui est à part. Enfin, voix plus cheval, ça se prononce comme le mot cheval, mais ça désigne autre chose. Et là, en l'occurrence, c'est une particule interrogative. C'est le mont Kilaotu. Donc, Kilaotu, le mont Kilaotu, qui est un mont assez important, visiblement, en Chine, parce que je l'ai trouvé assez facilement. C'est comme ça qu'il s'écrit en chinois. Et si jamais vous regardez ce que c'est censé vouloir dire, ce que veulent dire ces caractères-là, vous avez le caractère pour le chiffre 7, AG, dessin, et donc la montagne. Et en fait, c'est tout simplement parce que en chinois, ça n'a pas de sens. Shan, où les 3 premiers caractères sont simplement lus et non interprétés. Donc voilà, c'est ça. En fait, c'est juste parce qu'il faut pas chercher le sens derrière ces caractères. Il faut juste les lire. La prononciation, elle est juste empruntée. En gros, ça veut littéralement dire la montagne qui s'appelle comme ça, et quand tu l'écris, c'est... Si jamais vous deviez écrire des caractères qui se prononcent comme ça, c'est ceci. C'est cela. Selon leur sens original. La plupart des noms de pays, typiquement, sont composés d'idéophonogrammes. La Côte d'Ivoire, par exemple, s'écrit Kété-di-wa. Ah, typiquement. Typiquement. Le dernier picto est le bon. Voilà. Tout à fait. Mais là, il n'y en a aucun. Là, c'est un pays. Là, il n'y en a aucun. Il n'y a pas de classificateur, il n'y a rien du tout. Donc là, vous avez le caractère pour la loi, le bœuf, guider, diriger, etc. Et la poterie. Je crois que ça voulait dire aussi autre chose. Je sais plus ce que ça veut dire. Et loi, pareil, c'est aussi les règles, le classement, l'ordre, je crois, etc. En fait, là, vous faites abstraction complète du sens. Il y a abstraction complète. Idem pour le nom des marques occidentales, comme le Coca-Cola, dont la lecture littérale pourrait d'ailleurs signifier... Alors, c'est pareil, du coup, tu pourrais... Donc là, pareil, Coca-Cola, c'est emprunté. C'est-à-dire, il y a un calque, il y a un emprunt. Donc, on met les caractères selon leur prononciation. Voilà. Mais il se trouve que les caractères ont... alors, Côte d'Ivoire est un exemple aussi, parce qu'en fait, il y a deux façons d'écrire Côte d'Ivoire. Il y a une façon traditionnelle et il y a une façon idéophonographique. Et en fait, il se trouve que là, pareil, c'est qu'en fait, théoriquement, tu peux le lire quand même. Ça peut avoir du sens. Et là, par exemple, ça, le KN, ce que j'ai bien compris, c'est qui rend... c'est comme dans acceptable, la partie able en français, quoi. C'est qui rend, c'est qui fait en sorte que, qui est en capacité de. Donc c'est utilisé pour spécifier le terme qui suit, si j'ai bien compris. Et donc du coup, c'est qui rend bon en bouche, là, par exemple, donc savoureux. Qui rend goûteux, qui donne du goût, etc. Et visiblement, le fait de rendre musicable, effectivement, ou vraiment qui rend... qui donne la musique, etc., visiblement, ça a le sens de joyeux en mandarin. Donc c'est marketing, tu penses, cette traduction? Non, c'est juste une... Alors, il y a une liste, je vais vous sortir la liste, mais il y a une liste sur Wikipédia de tous les idéophonogrammes qui ont des prononciations spécifiques. Et des fois, c'est des prononciations qui peuvent être péjoratives. Des fois, il y a des pays, leur lecture est péjorative, parce que ce qu'ils veulent dire, si jamais tu lisais littéralement, ça fait référence à des choses qui sont pas cool. Donc non, c'est juste voilà, c'est parce que le chinois fonctionne aussi comme il fonctionne, et que des emprunts, forcément, quand tu es dans une langue isolante où tu as beaucoup de mots monosyllabiques, et que dans la transcription, tu te retrouves avec un mot de 4 syllabes, forcément, tu as des chances que ça ait un sens caché, quoi. La France, c'est pas le pays de la loi, je ne sais pas. C'est un exemple tout à fait spécifique. Ouais, pour Coca-Cola, ouais, d'accord. Mais en fait, je pense que je peux vous retrouver... Je pense que je peux vous retrouver, en fait, les idéophonogrammes chinois, notamment les pays... les pays... Je vais mettre transcription... Attends, déjà, faut que je cherche en... Ça a changé Wikipédia, hein, je suis un peu perdu. Je vais checker pour voir si je retrouve. Je vais checker 2 secondes. Est-ce que je retrouve?
Alors, ouais, donc il y a Coca-Cola, par exemple, que j'ai retrouvé. Je peux vous mettre... je vous le mets, si vous voulez, là. C'est dans l'article. Il y a une zone dans l'article. Putain, j'aime bien comme l'un des exemples de transcriptions régionales différentes, c'est Hitler, quoi. Il se transcrit pas pareil à Singapour, en Malaisie, qu'à Hong Kong, qu'à Taïwan, c'est marrant. Pareil pour Obama, d'ailleurs. Et Donald Trump. Donald Trump qui devient Taknade Telaangpu. Quand même, c'est très étrange. Du coup... par exemple, Ikea, ça veut dire bien pour une maison. C'est la transcription. C'est marrant. C'est marrant, mais par exemple, Champs-Élysées, ça veut dire belle maison et pavillon et belle maison, visiblement. Dublin, ça veut dire la capitale de la forêt des cyprès. C'est assez drôle. Assez drôle, il y a plusieurs trucs comme ça. Athènes, ça veut dire élégant. Juste élégant. L'Allemagne, c'est le pays moral. Mais là, c'est parce que c'est des transcriptions. Là, c'est pas des idophonogrammes, c'est pour ça. Là, c'est parce que c'est pas des idophonogrammes proprement. Là, c'est clairement pas un idophonogramme. L'Angleterre, enfin Royaume-Uni, pays des héros, quoi. Pour salut. Il y en a pas mal, hein, donc du coup, il y en a pas mal. Par exemple, Bing, donc qui devient being, ça veut dire doit répondre. Qui est bon et qui rend joyeux. Voilà. Maintenant que vous avez toute cette logique en tête, ajoutons un peu d'arbitraire. Parce qu'en mettant des siècles d'évolution à la fois sur la grammaire, sur la phonologie et sur l'écriture, on perd parfois le sens originel d'un caractère, ou alors celui-ci devient complètement opaque. Certains tracés, en évoluant, ont par exemple complètement perdu leur origine figurative. Ils apparaissent composés aujourd'hui, mais ne l'étaient pas il y a 3000 ans. Le caractère du poisson est typiquement de cette catégorie. À l'origine, on reconnaît sa forme en osekai et en bronze, mais aujourd'hui, son tracé évolué de sorte à ce qu'il soit composé du caractère signifiant homme. Donc ça, c'est... Alors, je vais juste me laisser finir. Et celui du feu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une décomposition de caractère. C'est-à-dire qu'à la base, vous voyez, là, on a un poisson très clairement. En osekai, en bronze aussi. En sigillaire, on comprend, il y a un peu des fioritures, mais on comprend un peu la logique. Mais on est déjà sur quelque chose d'abstrait. Et donc, quand on est passé à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un tracé compliqué abstrait, il est dur à mémoriser. En plus, il est probablement unique. Donc, on le décompose pour avoir plusieurs tracés de choses qu'on maîtrise facilement et qui sont très accessibles. Donc, des tracés qui sont très courants. Et il se trouve que donc là, c'est la superposition l'une sur l'autre de ces trois caractères qu'on voit à gauche. Donc, le feu est abrégé. Le feu, l'abréviation du feu, c'est les 4 traits. Et pareil, le Daro, c'est aussi une façon, c'est aussi une variante du caractère. Donc, on décompose le poisson pour trouver à l'intérieur 3 caractères faciles à tracer que tout le monde connaît et qu'on peut mettre ensemble. Donc, aujourd'hui, évidemment, quand tu regardes, tu te dis, c'est quoi le rapport entre l'homme, le champ et le feu? Ben, il n'y en a aucun. C'est juste un rapport graphique avec le tracé qu'il y avait à l'époque. Voilà. Il s'agit alors d'une décomposition. C'est un idophonogramme? Ben non, c'est justement, c'est surtout pas un idophonogramme. Ça n'a rien à voir avec les... Justement, c'est un peu le contraire, en fait. C'est que ça n'a rien à voir du tout avec la prononciation des caractères que ça utilise, ni en sens, ni en prononciation. C'est un ancien caractère pictographique qui a été redécoupé pour utiliser des caractères plus courants. Composition. Le tracé original est décomposé pour être reconstitué à partir de caractères connus pour en faciliter la mémorisation et l'écriture. Oui, c'est ça. Sur le plan phonologique, il y aurait tant de choses à dire. Malheureusement, cette vidéo n'est pas sur le chinois archaïque, qui est la forme du chinois parlé durant le premier millénaire avant notre ère, ni sur le chinois Han, ni sur le chinois médiéval, qui était parlé durant le premier millénaire.
Alors c'est indicatif, Ah non, Yue c'est cantonais, pardon, j'ai fait une erreur tout à l'heure en disant que Yue c'était une langue... Non, attendez. Yue fait référence à la langue aujourd'hui qui est devenue le cantonais, parce que c'était la langue chinoise parlée en Yue, mais je crois qu'en Yue, à l'époque des printemps et automne, c'était une langue qui était proche du vietnamien. Pardon. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, on parle depuis tout à l'heure de mandarin, mais le chinois, il se prononçait pas du tout pareil à l'époque. Et du coup, beaucoup d'idophonogrammes se foutent sur une prononciation qui n'est plus du tout la même aujourd'hui, où c'est un peu compliqué, parce que le chinois a évolué en sens et aussi d'un point de vue phonologique et grammatical. Et c'est pas une vidéo là-dessus, mais j'adorerais faire une vidéo sur comment est-ce qu'on reconstruit le chinois de l'époque. Comment est-ce qu'on reconstruit sa prononciation? À quoi il ressemblait, le chinois, il y a 2000 ans? Nous, on est passé du latin au français, vous avez vu la différence? Mais eux, ça doit être pareil, et c'est le cas. Il y avait des déclinaisons en chinois à un moment. De notre ère. Parce qu'évidemment, à un moment donné, l'écriture idéophonographique a pu se calquer sur la prononciation d'une époque ou d'une autre. Une prononciation qui n'est plus la même aujourd'hui, mais qui se perpétue dans l'orthographe. C'est aussi pour cette raison que la règle un caractère égale une syllabe n'est pas toujours valable en mandarin. Le mot hua, par exemple, est monosyllabique à l'oral parce que le second caractère n'a aujourd'hui plus de prononciation propre. Je vais revenir là-dessus dans 30 secondes. Il note tantôt une modification de la prononciation de la syllabe précédente, ou est tantôt muet à l'oral et donc est à ce titre purement orthographique, un peu comme les lettres muettes du français. Ce fait singulier s'explique par l'histoire de la langue, où ce caractère était un suffixe prononcé « r », ayant évolué sur le plan phonologique pour s'effacer ou pour fusionner avec le radical qu'il dérivait. Alors, ceci est vrai. Cela dit, il a des... En fait, désormais, il a surtout une fonction grammaticale, ce caractère. Il note des dérivés grammaticaux spécifiques. Il note, je crois, ce qu'on appelle des déverbaux, donc, ou des substantivations, c'est-à-dire tu passes d'un verbe à un substantif en mettant ce caractère. Donc aujourd'hui, il a une fonction qui est surtout étymologique ou grammaticale. Mais, notons qu'il y a des régions où la prononciation reste encore présente, c'est-à-dire où il existe encore, où il est encore prononcé, ce qu'on appelle la rotacisation, le rotacisme. C'est-à-dire qu'il y a encore des endroits où il est prononcé, et il y a des endroits où il est prononcé parfois dans certains contextes, et dans des moments où il ne l'est plus. Donc c'est quand même, malgré tout, l'évolution de la langue va vers la disparition de sa prononciation quand elle existe encore et quand elle est résiduelle. Mais donc, c'est pour ça qu'on note un R à l'écrit en pinyin, mais des fois, ce R, dans certaines régions de la Chine, n'est juste pas prononcé du tout. C'est comme, si vous voulez un parallèle très simple pour comprendre, c'est comme en allemand, quand vous écrivez ER, par exemple, à la fin d'un mot, il va être prononcé dans certaines régions de l'Allemagne comme étant A. Par exemple, si jamais j'écris Bruder, Bruder, voilà, le frère, eh ben, Bruder sera la prononciation qui est aujourd'hui, je pense, majoritaire en Allemagne. D'ailleurs, c'est Bruda en bavarois. Mais vous aurez des régions de l'Allemagne où on dira bien Bruder, même en roulant le R. Ou alors, autre parallèle, ce qu'on appelle les variantes de l'anglais qui sont rhotiques ou non rhotiques. Sur la côte est américaine, dans pas mal d'endroits, et une bonne partie de l'Angleterre, vous ne prononcez plus du tout les R finaux, par exemple. Vous ne les prononcez plus du tout. Par exemple, better se prononcera better en britannique, désormais en receive pronunciation. Ou alors BE, même, si jamais vous parlez cockney. Ou aux États-Unis, vous aurez better. Parfois, le R sera présent sous une forme ou d'une autre en fonction des dialectes. Donc voilà, c'est juste pour qu'on puisse clarifier ce point. Bien sûr, je n'allais pas faire une parenthèse de 3 minutes là-dessus dans la vidéo. C'est à ça que sert, et à quoi servira cette VOD. C'est aussi venir apporter des éléments de contexte ou de rectification sur certains points de la vidéo, parce que la vulgarisation fait qu'on passe un peu facilement parfois sur certaines choses. Donc, voilà, notez-le. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, et ça ne change pas le propos de base qui est actuellement développé, qui est
que ce caractère est de toute façon considéré comme étant monosyllabique. Mais il l'était, il y a encore quelques siècles, bisyllabique. Il était considéré comme étant composé de 2 syllabes, une syllabe par caractère. C'est comme ça que ce mot a été composé. Aujourd'hui, il persiste de caractères, mais que le caractère final soit prononcé ou non, il ne subsiste aujourd'hui, quoi qu'il arrive, qu'une seule syllabe. Et c'est ça le point aussi que je veux développer, c'est que des mots en chinois, et même une bonne partie des mots, peuvent s'écrire à l'aide de 2 caractères alors qu'ils n'ont plus à l'origine, désormais qu'une seule syllabe. Donc la règle, une syllabe égale un caractère en mandarin, elle n'est pas du tout si évidente. R ayant évolué sur le plan phonologique pour s'effacer ou pour fusionner avec le radical qu'il dérivait. Contrairement au chinois parlé au début de la période impériale. Oui, enfin, tu me dis dans la chanson, tu peux l'avoir en 2 syllabes. Oui, mais regarde, dans la poésie en français, on peut décomposer en plus de syllabes certains mots, notamment s'ils finissent par DE ou pas. Par exemple, on va pouvoir dire la petite, par exemple. En fait, la plupart des gens, enfin, je veux dire, ça ne rentre pas en compte la langue du quotidien. Les gens disent petite, il y a 2 syllabes en français. Le fait que dans la poésie, ça puisse en faire 3, ou dans la musique, ça puisse en faire 3, ça n'a pas vraiment d'impact en tant que tel. Aujourd'hui, la majorité des mots sont alors composés de 2 caractères ou plus. Rajoutons également que près de 10% des caractères ne se rencontrent plus que dans des mots à l'écriture composée. Par exemple, le mot papillon est un mot bisyllabique composé de 2 caractères signifiant à l'origine chacun papillon. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'écrire en un seul caractère, du coup ? Là, c'est peut-être justement pour conserver cette logique de un caractère, une syllabe. Sachant que, du coup, le caractère de droite est, si je dis pas de bêtises, d'origine pictographique. Ça dessinait vraiment un papillon, alors que celui de gauche, non. Vous allez voir. Le premier ne se trouve plus que dans ce mot-ci. Si on le décompose, on voit alors qu'il s'agit à l'origine d'un idéophonogramme composé du caractère désignant l'insecte ou l'animal et du caractère prononcé hu. Alors voilà, donc là, en fait, quand vous décomposez le premier, vous voyez qu'en fait, il est composé du caractère insecte, suivi d'un mot qui n'a rien à voir en sens, qui est le mot qui veut dire étranger, qui lui-même d'ailleurs est décomposable. En fait, c'est juste on a emprunté la prononciation de ce caractère. Donc insecte, plus telle prononciation, c'est l'insecte qui se prononce comme ça. Et ensuite, on a rajouté papillon derrière, donc ça fait vraiment doublement papillon. Mais le premier est d'origine idéophonographique et le second est d'origine a priori pictographique. Donc on a vraiment des fois une multiplicité des formes de caractères au sein du même mot. Bon, celui-là, ce mot-là est vraiment compliqué, je trouve, à écrire. Ça, je trouve, c'est un enfer. Hein. Un autre phénomène, c'est les mots qui partageaient autrefois le même caractère parce qu'ils se prononçaient identiquement. Cependant, en évoluant, il a fallu trouver des moyens de les différencier. Si on se fie au dictionnaire de Xiuxian, le caractère lai signifiait par exemple blé, pas... Alors oui, à la base, ça se prononçait mrug. Voilà, juste. Hein. À venir, comme c'est le cas aujourd'hui. D'ailleurs, ce caractère représente des épis d'orge qui pendent d'un pied de plante. Et c'est là la plante qui fournissait la nourriture de base sous la dynastie Tsu. Si vous cherchez un lien étymologique entre le sens de blé et de venir, vous n'en trouverez pas. C'est simplement qu'à une époque, ces mots étaient prononcés de la même façon, et l'on a alors utilisé le caractère du premier pour écrire le second. Lorsque ces mots ont évolué de sorte à ce qu'on ne puisse plus les confondre, le premier caractère a été remplacé par une forme composée, si bien que désormais, le caractère pour le blé désigne toute autre chose. Et en fait, c'est le même caractère, mais qui a été redérivé. Hein. On voit quand même qu'il y a quelque chose de similaire. Et donc, ça aussi, ça existe dans la langue, et le côté arbitraire. C'est-à-dire, à un moment, vous avez deux mots qui se prononcent pareil, vous avez un caractère pour l'un, vous l'utilisez pour l'autre, même si ces 2 mots n'ont rien à voir. Et puis, quand ces 2 mots se mettent à être prononcés de manière différente, vous devez bien, à un moment, distinguer les 2 à l'écrit. Et donc là, comment tu fais ? Ben, t'en prends un des 2 et tu le changes, quoi. Et ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est que le caractère qui a été changé, c'est ce pourquoi il existait. Enfin, c'est celui qui désignait pictographiquement à l'origine le sens pour lequel on a dû trouver un nouveau caractère. Donc c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des épis d'orge pour dire venir, alors qu'on se retrouve avec autre chose pour les épis d'orge. J'avais déjà fait utilisation sur la vidéo d'un clavier avec des idéogrammes, ça me dit rien. Une autre évolution dont on n'a pas parlé, sur laquelle on ne va pas s'étendre, ce sont les étymologies populaires ou voilà, les phrases faussées ou inventées qui ont fini par être intégrées dans la norme.
Parce que sur ce point, le chinois il est truc, comme le français, où on trouve des mots qui ont des consonnes étymologiques qui ne sont pas du tout étymologiques, ou alors où l'on trouve des mots qui ont une orthographe particulière, parce qu'ils perpétuent une tradition qui date des scribes du Moyen-Âge. Donc ouais, les scribes, des fois, ils sont trompés et on a conservé. Évidemment, depuis le début de cette vidéo, je note les caractères en fonction de leur sens originel ou de leur interprétation canonique. Mais évidemment, beaucoup de mots ont acquis de nouveaux sens ou ont évolué au cours des siècles, si bien que parfois, il est dur de comprendre pourquoi tel caractère veut dire telle chose aujourd'hui. En cela, l'histoire est d'une grande aide, comme en français pour comprendre comment livrer et libérer peuvent avoir la même origine, ou alors pour comprendre comment précipiter peut avoir un quelconque lien avec cheptel ou décapité. Si vous voulez vraiment savoir, j'ai fait un TikTok là-dessus. Qui sortira en short sur YouTube à un moment, et sur Instagram probablement. Faut que je fasse le calendrier. On en parlera après la vidéo, après le débrief. Mais c'est des choses que j'aborde dans des petites vidéos. Parce que oui, il y a une origine commune sous ces trois mots. Le caractère pour barbare dont j'ai parlé tout à l'heure se lit désormais yi en mandarin moderne. Ce mot signifie alors barbare ou étranger, mais aussi éradiquer, détruire, nuire, et même mettre à niveau, aplanir. Donc ça c'est logique, dérivation sémantique classique. Compréhensible. En fait, c'est parce que ces premières actions étaient attribuées aux barbares, et que du sens détruire, raser, on a obtenu avec le temps le sens aplanir. De ce sens-là, on a même obtenu l'idée d'avoir une surface plane sans aspérité et donc de mettre en ordre, ou encore de faucher l'herbe. Et donc ça, c'est comme ça qu'on passe de, quand vous voyez le caractère pour barbare qui veut dire couper l'herbe, vous vous dites, attendez, par rapport à quoi hein? Pour comment ça, passer à la tondeuse, ça utilise le caractère qui à la base désigne le mec avec un arc. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le rapport? Et en fait, le rapport, il est historique. Il est historique, voilà, en termes de sens. En termes d'évolution. Et en français, c'est le cas sur plein de mots. En latin, quand vous regardez les sens latins de certains mots, on est sur quelque chose qui peut être parfois très différent, où le lien, on ne le comprend pas tout à fait. Bien, c'est parce qu'en fait, ça suit les mêmes logiques. Tout simplement, les mots, quand ils évoluent non seulement en forme, mais aussi en sens, quoi. D'un caractère alors plutôt connoté et d'action alors plutôt considérée comme négative, on obtient quelque chose de positif ou alors de parfaitement banal. Le caractère porcherie, dont j'ai parlé plus tôt dans cette vidéo, a aussi le sens de latrine, toilette, selon une association qui est ma foi assez facile à comprendre. Et ces glissements sémantiques, eh bien évidemment, ils sont très nombreux. Durant la période impériale, le nombre de caractères grimpe jusqu'à atteindre 47 000. C'est beaucoup. C'est en tout cas le nombre recensé dans le dictionnaire Kangxi, datant de 1710 et servant de base au standard jusqu'à la fin du 19e siècle en Chine. Ce nombre de 47 000, il revient souvent pour illustrer la difficulté inhérente à l'apprentissage du chinois écrit, mais en réalité presque la moitié sont des variantes graphiques et la majorité sont soit archaïques, soit extrêmement rares, soit relatives à des noms propres désignant des lieux ou des personnes. Dans les faits, donc, moins d'un tiers des entrées de ce dictionnaire concernent des caractères d'usage courant. Donc en gros, souvent c'est ça. Enfin, j'ai été confronté en faisant des recherches là-dessus. Beaucoup de gens disent oui, des fois il y a jusqu'à 50 000 caractères en chinois, il y en a plus de 40 000, etc. Et en fait, souvent, c'est parce qu'ils se basent sur le nombre de caractères du dictionnaire Kanji, je sais plus comment ça se dit exactement. Et ce dictionnaire, effectivement, servait à la base, pas servi pendant 2 siècles, à la base en tant que standard à la langue chinoise. C'était le dictionnaire de référence. Mais c'est un dictionnaire dans lequel 2 tiers des caractères sont superflus. C'est de la variante de tracé. C'est qu'en fait, c'est comme si on recensait... C'est aussi beaucoup des noms propres. C'est comme si on recensait, par exemple, pour vous donner un exemple, le mot forge, ou le mot fèvre. Voilà, orfèvre. C'est comme si, pour le mot fèvre, on notait toutes les variantes de noms de famille et de noms de lieux orthographiques représentés sur le territoire français. Donc avec BV, BU, V, V tout seul, accent, pas d'accent, avec le déterminant collé, décollé, etc., etc., avec un S, sans S, etc. Et c'est comme si à chaque mot, on disait, bah voilà, regardez, ce mot admet 30 orthographes différentes. En fait, non. Il se trouve que il a une orthographe canonique, et ensuite il y a des variantes, effectivement, dans les noms de famille, dans les noms de lieux, comme pour à peu près tout. Et effectivement, le chinois ne fait pas exception là-dessus. Mais il se trouve qu'en fait, vraiment, sur les 40 000 et quelques, il y a 1 tiers vraiment de caractères de la langue qui étaient utilisés vraiment couramment. Et sur ces 1 tiers, ça je le dis pas, mais une bonne partie sont des caractères composés.
C'est-à-dire qu'ils sont décomposables. Les briques de base pour les constituer, en fait, elles sont beaucoup plus réduites. Il n'y en a que 214. Les radicaux, il y en a 214. C'est d'ailleurs ce dictionnaire qui introduit formellement les 214 radicaux fondamentaux de l'écriture chinoise. L'un des défis permanents alors de l'écriture chinoise, c'est de contrôler cette inflation du nombre de caractères pour qu'ils restent cohérents avec la langue en évolution, pour qu'ils restent cohérents entre eux, et pour qu'ils restent traçables et identifiables sans que cela soit une difficulté insurmontable. Cet enjeu n'est finalement pas si éloigné de celui des langues utilisant un alphabet où l'orthographe doit régulièrement être recalibrée pour s'adapter aux nouveaux usages, aux nouvelles prononciations, aux nouvelles évolutions phonologiques. Encore une fois, ce que je disais, tu connais les 214 radicaux de base, tu parles déjà mandarin, tu as 60% des caractères qui sont idéophonographiques, tu peux déduire la prononciation de à peu près 2/3 des caractères. Du coup, c'est quand même... c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Dès la fin du 19e siècle, la question d'une réforme profonde de l'écriture ressurgit alors. En 1909, Lou Fei-Kui défend dans son magazine consacré à l'éducation une utilisation de caractères empruntés au tracé populaire. Après la Première Guerre mondiale, les anti-impérialistes chinois défendent à leur tour la simplification de l'écriture chinoise, voire son abolition complète. À cette époque, l'écriture chinoise avec les caractères chinois est perçue comme un frein au développement économique, à l'alphabétisation ou encore à la justice sociale. Xian Xuantong, phonéticien dont le nom a été incroyablement difficile à prononcer, je pense que j'ai 10 minutes de rush sur ce nom, chinois, est à cette époque l'un des plus gros détracteurs de l'écriture chinoise classique. Bien qu'il soit le premier linguiste chinois à reconstruire la prononciation du chinois archaïque, et bien qu'il maîtrise l'écriture sigillaire, il suggère un passage radical à l'alphabet latin. Cette idée... Juste, cette question de « il faut connaître 3000 caractères pour lire le journal », en fait, en français, je me demande, en comptant toutes les variations graphiques et toutes les règles différentes, combien de mots on apprend au cours de la scolarisation, combien de mots à l'orthographe exceptionnelle ou en tout cas pas évidente on apprend par cœur en français. Et je pense qu'on est à plus de 1000, hein, peut-être même plus de 2000. Hein. Ça me paraît assez facile à atteindre comme chiffre. L'idée à laquelle beaucoup sont hostiles le conduit au compromis et il se met alors à défendre une simplification de l'écriture chinoise. Il publie en 1922 8 méthodes de simplification qui lancent les grandes lignes à partir desquelles la réforme de l'écriture est décidée par les communistes arrivés au pouvoir. Donc à la base, il y a un courant en Chine, quand la République arrive, du coup c'est autour de la... c'est Puyi, le dernier empereur, je sais plus, genre c'est 1912 non, qu'il abdique, je crois, un truc comme ça. Il y a un courant en Chine qui dit c'est fini, l'écriture chinoise, on plie bagage, alphabet latin maintenant. Et c'est de là, du coup, l'écriture simplifiée part d'un compromis aussi qui est, ben non, on conserve, et c'est même, pour certains, c'est un compromis. 1912, d'accord. C'est un compromis pour certains, et pour d'autres, c'est une étape, c'est considéré comme une étape nécessaire pour aller vers l'alphabet. Et alors non, au Vietnam, c'est la colonisation qui a beaucoup changé. Donc bon, pour écrire sans faute d'orthographe, on doit apprendre les mots, mais pour lire, il suffit de savoir quelles sont faites quelles lettres. Non, bah pas en français, non, il y a des lettres qui peuvent se prononcer de 10 façons différentes en fonction du contexte ou du par cœur. Et c'est d'autant plus vrai pour l'anglais d'ailleurs. D'autant plus vrai pour l'anglais. Non, tu peux pas juste déduire... Enfin... Par exemple, si jamais je t'écris... Enfin, regarde, ce que je vais écrire dans le chat. Si jamais je t'écris ça, tu le lis comment? Tu le lis couvant. Si jamais je t'écris ça, tu dis il couve. J'ai oublié le... c'est parce qu'en fait, dans ce cas-là, la prononciation... là, c'est la prononciation de 3 lettres. Hein. C'est l'absence de prononciation de 3 lettres doit se déduire du mot d'avant dans lequel il y a déjà une lettre muette. Le français, c'est rempli de ce genre de choses. Et c'est pas facile, hein, du coup, là-dessus. En 1956, une première liste de caractères simplifiés est alors présentée, fin janvier. En mai 1964, la liste complète publiée concerne alors la modification de 2236 caractères. Cependant, si l'on y regarde de plus près, cette modification ne concerne en réalité que 352 caractères utilisés seuls et 132 caractères servant de base à d'autres caractères. Alors juste... Les 1752 autres caractères tirent donc leur... Si vous faites l'addition, il en manque un. Enfin, on est à 1 de différence, et c'est normal, c'est parce qu'en fait, il y en a un qui apparaît 2 fois dans les caractères listés.
C'est pour ça que si jamais vous faites la totalité des caractères qui changent, il y en a un de moins que si jamais vous additionnez tous ces chiffres. Parce qu'il y a un caractère unique qui réapparaît dans un caractère composable. Un caractère qui apparaît 2 fois dans la liste. Voilà. Simplification de cela. La méthode utilisée pour la simplification des caractères Aujourd'hui, le chinois alphabet latin, c'est mort et enterré, oui. fut essentiellement de réduire le nombre de traits des caractères trop fournis, Alors du coup, ça, il n'y a pas besoin de savoir ce qu'ils veulent dire, c'est juste... J'ai inversé. J'ai inversé ici. Ah, j'ai inversé. Évidemment, c'est de celui-là vers celui-là. Putain, ils m'ont pas dit à leur lecture, ils l'ont pas vu. Bon, c'est inversé ici. Hein. On est passé de celui-là à celui-là. Et de celui-là à celui-là. réactualiser la partie phonétique des idéogrammes Voilà, donc des fois, la prononciation n'étant plus bonne, il faut y aller. Hein. au phonogramme, ou alors en créer de nouveaux, d'imposer le tracé qui était alors Oh, c'est pas grave, ouais, mais ça me fait chier, ça me fait un peu chier. Alors, il faut savoir que l'écriture chinoise cursive, donc les gens qui écrivent à la main, ils avaient déjà des façons de simplifier les caractères. Hein. Ils se cassaient pas le cul à tracer tous les traits quand il y avait trop de traits. Donc du coup, caractères composables, c'est des caractères qui réapparaissent dans d'autres caractères. C'est juste ça. Il y a des caractères uniques, c'est-à-dire il y a des caractères en chinois, ils apparaissent seuls et uniquement seuls. Souvent des caractères d'origine pictographique, notamment. Et il y a des caractères que tu utilises seul et que tu peux utiliser pas seul. Mais oui, il faudrait que je fasse un erratum, effectivement, à 20,50. Je vais le mettre en commentaire épinglé. Bah après, c'est une vidéo où il faut faire pause aussi. Hein. C'est fait pour être faire pause. C'est-à-dire, je vais pas mettre à chaque fois 15 secondes de blanc pour que les gens regardent les caractères, quoi. Mais donc oui, juste pour revenir, le truc cursif, c'est juste les caractères qui étaient vraiment durs à écrire, et les gens avaient déjà développé des façons de simplifier leur tracé, et donc du coup, ça a juste été intégré, quoi. déjà celui de l'écriture. Les caractères composables, on appelle pas ça les radicaux? Non, c'est différent. T'as des caractères qui apparaissent dans des compositions qui ne sont pas des radicaux. Tout simplement. Écriture cursive, de supprimer les doublons homonymes, ou encore de tronquer la partie d'un caractère Ouais, il y a aussi un 163, t'as raison, ouais. Je sais plus où c'est, mais je vais le faire. lorsqu'il suffisait à la compréhension. La réforme lancée en 1956 accompagne également de la romanisation standardisée du chinois avec le système. Donc ça, c'est le système Hanyu Pinyin, donc les prononciations de l'alphabet latin associé pour le mandarin. Donc là, vous avez les voyelles, comment elles s'écrivent. Il y a des prononciations qui sont contextuelles aussi. Et les tons, en gros. Donc les systèmes de tons, comment est-ce qu'on les écrit, etc. J'ai l'impression que le U, il est assez rare en chinois. En tout cas. Et donc du coup, qu'est-ce que tu as en entame et qu'est-ce que tu as en coda, donc en fin de mots, comment tu les écris, comment ça se prononce, chacun, etc. En gros. Faire un peu plus cacher ta tête, pas de blanc. Accent Macron, bah ça s'appelle comme ça. Donc voilà, donc par exemple, ça se prononce plutôt Hung que Eng, visiblement. Bon. Après, bon voilà, on va pas y passer la nuit. Hein. Système Hanyu Pinyin. D'autres stades de simplification étaient prévus à l'origine. Une nouvelle réforme a été tentée en décembre 1977 et n'a pas eu du tout le succès escompté. Celle-ci n'a jamais vraiment été appliquée, a même été retirée en octobre 1986. Aujourd'hui donc, la Chine continentale utilise une version simplifiée de l'écriture traditionnelle, alors que celle-ci a encore cours à Hong Kong, à Taïwan et Macao où la réforme n'a pas pu s'appliquer. Singapour, en revanche, a opté pour ce nouveau système. La Chine... Bon, voilà, donc du coup, ça c'est... Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que... s'applique. C'est que l'écriture simplifiée, donc bon, évidemment Macao et Hong Kong, étant des villes un peu à part, continuent le traditionnel. Taïwan, bon, bah, du coup, ils ont fait leur vie. Et Singapour, j'avais fait la vidéo sur Singapour, hein, si vous voulez la voir, sur comprendre l'histoire de la langue, etc. De Singapour, pourquoi ils sont mis à parler chinois, pourquoi c'est l'anglais, etc. C'est un peu compliqué. Mais il se trouve que Singapour, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont adopté l'écriture simplifiée de leur propre chef, alors que à la base le mandarin n'est même pas la langue majoritaire, la langue chinoise majoritaire à Singapour, parce qu'on est plutôt du cantonais et du hokkien et du minnan
surtout du hokkien, je crois, et surtout du cantonais. Ils ont quand même décidé d'appliquer, donc de prendre directement l'alphabet simplifié, et pas une version qui serait, par exemple, celle de Hong Kong, quoi. Singapour, en revanche, a opté pour ce nouveau système. La Chine ne parle pas qu'une seule langue, loin de là. Et cette vidéo s'est concentrée sur le mandarin et sur le chinois classique. Cependant, toutes les langues chinoises, que ce soit le hokkien, le cantonais ou le minnan, l'utilisent. Et alors que leurs locuteurs ne peuvent pas se comprendre à l'oral, ils le peuvent souvent à l'écrit. Cette particularité est due au fonctionnement même des langues chinoises, qui sont des langues isolantes, et qui suivent alors une même logique globale. Alors c'est un peu comme ça, hein, ils peuvent se comprendre à l'écrit, mais ils peuvent pas tout comprendre non plus. Hein. Et qui partagent une même origine aussi. Cependant, un caractère peut avoir un sens spécifique dans une région plutôt qu'une autre. Et certaines langues chinoises utilisent leur propre caractère additionnel. Les différences se notent tout particulièrement lors de la transcription des noms propres ou encore lors de l'emprunt de mots étrangers, ou pour l'utilisation d'idéophonogrammes. Une langue isolante, c'est une langue où, pour faire simple, hein, tous les mots sont invariables. Voilà, tous les mots sont invariables. Ils ne se déclinent pas ni rien. Ils sont tous, souvent, là en l'occurrence en chinois, invariables et monosyllabiques. En gros, chaque mot invariable peut à la fois, en fonction de la place dans le mot, être un verbe, un nom, ce que tu veux. Et donc du coup, c'est un peu l'ordre qui détermine tout. La syntaxe est très importante. Et donc du coup, tant qu'ils préservent la même syntaxe, même si les mots se prononcent radicalement différents, ils vont pouvoir se comprendre assez facilement l'essentiel de l'essentiel. Bon, ça veut pas dire tout, ça veut pas dire que voilà, mais une bonne partie. Du coup, pour l'écriture chinoise, informatique, ça se passe comment pour les caractères? Ils sont identiques à l'écriture manuelle? Non. Non. Il y a, comme en français, hein, il y a du cursif aussi qui est différent. Par exemple, le mot sandwich ne s'écrira pas de la même façon en cantonais qu'en mandarin. Et d'ailleurs, la transcription aussi, hein. Le pinyin, c'est pour du mandarin. La transcription que vous pourrez trouver pour du cantonais, elle sera différente. Là, les numéros, ça note les tons. Il y a plus de tons différents en cantonais. Ce qui m'a l'air d'être un enfer pas possible à maîtriser d'ailleurs. Et donc, du coup, forcément, vous voyez, la prononciation des idéaux, enfin, des sinogrammes varie pour un même sinogramme, c'est-à-dire que le deuxième et le troisième, donc le premier et le dernier, sont identiques à l'écrit. Mais ils se prononcent déjà différemment. Mais il est identique. Par contre, l'élément du milieu, il est tellement différent à l'oral qu'il finalement, c'est un autre caractère qui a été pris pour pouvoir justement faire la transcription du mot. Ce qui fait que, en fait, sur les 3 caractères qui servent à transcrire le mot sandwich, il y en a un qui varie en cantonais. Parce qu'ils n'ont pas été empruntés avec la même prononciation. Des adaptations sont donc nécessaires pour à chaque fois coller à la réalité linguistique locale. Mais tout cela, je suis sûr que je pourrais en faire une vidéo à part entière, une vidéo très intéressante. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que si cette vidéo vous a plu, je peux vous dire qu'il y a déjà une nouvelle vidéo qui sera en rapport avec l'écriture chinoise qui va bientôt apparaître, notamment parler du japonais ou du coréen, ça c'est le projet, on va en parler, vietnamien, etc. Mais si d'autres sujets en rapport avec la Chine ou en rapport avec l'Asie vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à m'en parler, puisque ça va dépendre un peu de ça. Savoir si j'en fais d'autres ou pas. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur... Bon, tout ça, mes couilles Mickey, hein, vous connaissez la chanson. Donc on va pas y passer la vie. Hein. Voilà, en gros, la vidéo. Je vais remettre de la musique un peu. T'es arrivé à la fin. Bah, tu peux toujours aller voir la vidéo, hein, tu sais, tu peux toujours aller la voir. Je vais juste mettre le plugin. Bon, on a du retard sur le planning, j'avais prévu 18h. Bon, on est bien en fait, on est bien. Et donc, effectivement, comme je l'ai dit, pourquoi Trackney? Ah oui. Comme je l'ai dit, il va avoir, a priori en septembre, une vidéo sur comment l'écriture de la langue chinoise a été prise pour être adaptée en coréen, en japonais et en vietnamien. Qui sont... qui ont la particularité d'être 3 langues de 3 familles différentes. Et Raffarin, rien du tout. Et ben, merci à toi pour le premier mois. Alors le japonais, ce sera pas la majeure partie et ce sera pas très détaillé pour plusieurs raisons. Les gens qui étudient le japonais sont insupportables. Voilà, je vous le dis, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. J'ai moi-même été en cours de japonais pendant 1 an à la fac.
j'ai pas très envie qu'ils me cassent les couilles en commentaire. Ils sont vraiment trop chiants. Ils sont experts de tout. C'est le même public que Kaamelott en fait. Vous voyez Kaamelott, hein, Arthur Cuillère, etc. Du coup, bon, ça va bien 2 secondes. Hein. Bon. Trop de whips, tout à fait. Voilà, hein. Du coup, je vais en parler d'un point de vue historique. Évidemment. Mais ce sera pas une vidéo sur le japonais. Hein. C'est pas une vidéo sur le japonais. Hein. Donc désolé pour tous les fans de Naruto. De Boruto d'ailleurs. C'est un peu... On n'est pas tous comme ça, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Heureusement. Heureusement. Le parallèle avec Kaamelott, j'ai jamais pensé, mais c'est si vrai. Voilà, donc moi j'aime bien Kaamelott. Hein. Et putain, les gens qui sont fans de Kaamelott, JPP. Hein. Enzo Sama. Putain, ou les Kylian Sama, je devrais les appeler. Mais ouais. Le Vietnam, oui. Oui. Le Vietnam va occuper une grosse partie. Et c'est probablement la plus grosse partie en fait de la vidéo, ça va être le Vietnam et le coréen. Donc le japonais, bah désolé. Hein. Du coup, ce sera tous les commentaires, ce sera bien la vidéo, mais dommage que tu parles pas assez du japonais, parce que moi en fait, j'aime beaucoup les mangas et les animés. Et du coup, j'espérais peut-être une vidéo un peu plus précise et un peu plus fouillée, parce que là, quand même, peut mieux faire, hein. Ça va être un peu ça, une partie des commentaires, je sais. Parce qu'en fait, il y en a déjà eu ce commentaire. Une vidéo où je crois que c'était une vidéo sur les pires... les trucs de pseudo-linguistique, là, une vidéo sur les pires théories linguistiques, je crois, je parlais du japonais, et j'avais eu des commentaires, j'avais eu des messages là-dessus, j'avais eu des mails. C'est bon pour le référencement. Oui, non mais bien sûr. Ou alors ça va être des commentaires en mode « Hâte de ta vidéo sur ce dialecte de Tokyo. Wink wink. » Désolé mec, hein, il n'y en aura pas. Il y a une vidéo où tu dis que t'aimes pas le japonais, ouais sûrement. Je préfère le chinois, hein. Désolé, hein. Désolé. Ils ont aucune limite, mais en fait, je pense... encore une fois, je vais pas vous raconter cette histoire, mais... Quoi qu'elle vaut le détour quand même, mais les gens avec qui... il y a quand même pas beaucoup de gens qui réclament des vidéos sur le Mandchou, hein. Mais les gens avec qui j'ai été en cours de japonais, c'est beaucoup des gens qui avaient des problèmes sociaux, je pense. Alors pas des problèmes sociaux dans le sens cassos, mais plus dans le sens... c'est des gens qui n'avaient pas beaucoup ce qu'on va appeler d'intelligence sociale ou de maîtrise des codes sociaux, vraiment au sens strict. Donc c'est des gens qui parfois ne se rendent pas compte de peut-être la façon avec laquelle il faudrait interagir avec le vivant. Et le fait qu'ils aient un certain entre-soi, que ce soit des gens qui finissent par occuper des fonctions qui sont assez intéressantes, qui ne soient pas dans tout à fait non plus un public très populaire, en tout cas les gens avec qui j'étais en cours de japonais c'était pas le cas, ils avaient développé ce truc un peu élitiste entre eux. Nous on sait. Moi je suis arrivé en cours de débutant de japonais, on fait « Comment ça tu sais pas écrire japonais ?» C'est-à-dire que c'est la première heure de cours. Alors eux, ça faisait déjà 3 ans qu'ils l'étudiaient dans leur coin, ils s'étaient prévus, c'était serré à fond. Ils étaient à fond de ouf. Et j'étais en mode, mais passez au niveau intermédiaire directement. Parce que du coup, forcément, nous on était à la traîne derrière, et du coup on pouvait pas suivre les cours. Bon, ouais, j'ai arrêté très rapidement parce que je pouvais pas suivre en fait. Je pouvais pas suivre face à des gens qui avaient déjà étudié de ouf chez eux, qui avaient lu tout One Piece en japonais, je sais pas quoi. Ça a été un moment un peu relou. Voilà, ça a été un moment un peu relou, et puis ce côté un peu jugement de la part de gens où t'as envie de leur dire lave-toi les cheveux, pour faire une référence à EC 117. Non, c'est coupe-toi les cheveux, je sais plus. Enfin, je vais pas faire le cliché, mais est-ce que vous avez déjà été à Japan Tour ou à Japan Expo? Bon, bah une bonne partie de ces gens-là étaient probablement dans ma classe de japonais, quoi.
C'est pas le même élitisme que les lettres classiques, hein, mais c'était un élitisme qui m'a cassé les couilles. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Parce qu'en fait, il y avait le côté monomaniaque. Hein, le côté monomaniaque, le côté comme ça, quoi. Avec assez peu de culture historique, d'ailleurs. Donc moi, ça m'a saoulé. Ça m'a gavé 2000, voilà. Et je crois que ça a gavé la prof qui était japonaise, d'ailleurs. Le développement de l'imprimerie en Chine a eu un effet sur la simplification graphique. Alors, les courbes et les lignes droites, c'est beaucoup plus tard. Beaucoup plus tôt, pardon, comme je le dis dans la vidéo. Lol, tu lis pas 12 tomes de One Piece par jour? Bah non, ouais, mais voilà, c'est ça. C'est ça. Voir Björkant qui visiblement a troqué son Y par un J. Oui, c'est une opposition. Oui, non, bien sûr, il y a l'opposition à ceux qui savent pas. Et puis il y avait ce côté aussi, je pense que la prof, elle était gavée par le fait que je crois que la prof qui était japonaise, elle était... Enfin, pour les gens avec qui j'étudiais le japonais, c'était japonais égale animé, quoi. Égal manga, égal animé, égal One Piece, égal Naruto. Elle, c'était pas l'image qu'elle avait elle-même de son pays et de sa culture. Donc il y avait aussi un décalage qui était un peu gênant. Étant Dijonais, je crois possiblement connaître certains des whips que tu as croisés. C'est possible. Après, je suis resté 6 mois, hein, en réalité. Hein. Après, j'ai dodge, hein, je suis parti en Allemagne. Les Japonais eux-mêmes n'ont rien à voir avec ça. C'est con pour eux que leur langue soit moquée par les étrangers. Bah, c'est pas que leur langue, elle est moquée. Au contraire, la France, c'est le deuxième pays le plus... Enfin, c'est le premier pays en dehors du Japon, après le Japon, qui consomme des pays culturels, des produits culturels japonais. Donc, je pense que non. Je pense qu'il y a vraiment un vrai engouement et une vraie passion du Japon et de son univers graphique et de sa culture en France. Après, voilà. Moi, ça me fait un peu cet effet. En fait, la prof de japonais, je pense que ça me fait le même effet que quand j'allais voir mon rhumatologue en Autriche. Et il était bulgare et il faisait que de me parler de Sylvie Vartan, par exemple. J'en avais rien à foutre de Sylvie Vartan. Je savais même pas ce qu'elle avait branlé de sa vie de Sylvie Vartan. Mais du coup, j'ai appris qu'elle était d'origine bulgare. Et alors lui, il avait l'impression que France égale ce que Sylvie Vartan en a dit ou ce que Sylvie Vartan en a fait, quoi. Donc bon, moi j'étais pas très réceptif, quoi. Ouais, évidemment. Non mais exactement, ce n'est pas du tout grave. Moi je suis plutôt content que les gens apprennent le japonais. Ça contrecarre aussi une forme d'impérialisme américain qui permet d'avoir des produits culturels qui sont vraiment différents et qui apportent vraiment une autre vision du monde. Ça, je trouve ça très bien. Après, bon, les gens en cours de japonais, qui ont les cheveux noirs et et comment dire, et le maquillage Sakura. Désolé, mais j'ai un peu des a priori. C'est les mêmes qui ont des pancartes Free Hug en convention, quoi. Enfin, qu'on se le dise. Hein? Et sociologiquement, il serait probablement très intéressant à étudier ce côté de rite. Ah, on est tous amis, on est tous copains, on est trop bien dans le même délire. Moi, j'ai envie de mourir. J'ai envie de leur demander un stylo et me le planter dans le bras pour me faire une saignée et me tuer là sur place, en fait. Puisque je suis pas du tout dans ce délire des free hugs et j'aime pas le contact physique avec les gens que je ne connais pas. Restez dans votre coin et dans votre délire. Ne m'incluez pas, ne me jugez pas, ne me parlez pas. J'ai ce côté-là aussi. Hein. J'ai le côté qui est pas très avenant. Pour ça, probablement que j'ai pas déjà 2 millions d'abonnés. Je pense que peut-être que si j'avais développé un peu plus le free hug dans mon milieu, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais il se trouve effectivement que j'ai cette... Ah, il y a un truc. Il y a un truc qui m'énerve. Et même qui trouvent les ados trop matures pour leur âge. Ouais. Donc, si jamais vous aimez la culture japonaise, ne vous sentez pas visé pour autant. Hein. C'est juste... Bon. Je pense que juste dans tout... En vrai, c'est vrai, dans tous les pans de la société, c'est éviter d'être élitiste sur des trucs débiles. Genre Naruto et Kaamelott. Hein. Plus c'est quelque chose qui va être de culture populaire, à moins vous avez de raison de l'être en plus. Voilà. Voilà.
Oui. Et en fait, il y a ce côté, moi, il y avait ce côté, bon, psychologie de comptoir de balle. Il y a ce côté où tu sentais quand même les gens qui étaient un peu les gens du fond de la classe, qui étaient moins comme moi, ou qui étaient bas, direct, qui étaient catégorie inférieure de fond de la classe, mais qui avaient des livres, des mangas, ça les a vraiment aidés à s'en sortir. Ils se sont vraiment mis à fond à bosser le japonais parce que c'est trop délire, à fréquenter des forums, etc. Et là, ils se retrouvent tous dans une pièce où ils peuvent tous communément étaler leur savoir et leur apprentissage sur la place et juger ceux qui n'ont pas le même savoir. Et donc je pense que c'est peut-être un côté aussi comme ça, un peu enivrant, un peu revanche, un peu enfin j'ai l'occasion de saisir quelque chose sur laquelle je peux donner mon avis et montrer à quel point je suis compétent et meilleur. Il y a peut-être aussi ce truc-là. Moi, ça m'a gavé. Ça m'a gavé. Mais je crois que de toute façon, je vous avais déjà raconté cette anecdote de quand je suis arrivé en cours des japonais. Quand je suis arrivé en cours des japonais, ça m'a fait extrêmement cringer. Il y avait un gars qui était, vous savez, avec des petits bracelets en cuir, un peu noir, tu sais, un côté un peu habit, un peu japonisant, un peu Japan Expo, comme ça, qui avait son casque sur les oreilles, qui écoutait de la musique super fort. Et il y avait une meuf qui lui parlait, qui voulait faire genre... Ouais, Dark Sasuke, tout à fait. Et une meuf qui voulait genre lui parler, qui voulait sociabiliser avec une méconnaissance totale des codes sociaux. Donc elle faisait ce qu'elle pouvait, la pauvre. Elle avait envie de se faire des amis, probablement qu'elle en avait pas. Et c'était un peu triste à voir. Et elle lui parlait et lui répondait « Je t'entends pas parce que j'écoute ma musique !» Et je suis en mode « Mais où est-ce que je suis arrivé, quoi ? Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Retire ton casque et sois poli, par exemple. Ou la laisse pas comme ça. Tends-lui la main. Tends-lui la main. C'est inconfortable à regarder. Elle te sourit parce qu'elle est gênée et parce qu'elle a peut-être un peu honte au fond d'elle de s'être fait rembarrer de la sorte. Et juste, vous êtes les deux moyen moins, et j'ai connu longtemps cette situation. Prenez-vous la main, discutez, ou alors faites genre, rendez-vous service, c'est-à-dire que même si vous ne voulez pas d'interaction, accompagnez l'autre dans votre refus, aidez-le. Parce que si moi j'étais derrière et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est tellement cringe ce qui est en train de se passer. Quelqu'un, aidez-les. Donnez-leur un mode d'emploi de l'humanité. Comment fonctionne l'humanité ? Donnez-leur un mode d'emploi. Comment être un être humain ? Comment se comporter en société ? J'avais envie de leur dire ça, quoi. Mais j'avais surtout pas envie qu'ensuite ils m'apprennent à parler japonais, ce qui a été le cas ensuite. Ah, t'arrives pas à tracer ça ? Ben attends, regarde, c'est facile ! Puis, bon, ils t'expliquent rien, ils montrent juste ce qu'ils savent faire. T'as envie de les taper. Oh non, mais alors, l'autisme, il y a des gens qui sont autistes pour qui c'est dur, et il y a des gens qui sont juste pas autistes, il y a des gens qui sont juste perdus, hein. Voilà. Simplement. Bref, je vais pas non plus généraliser. J'ai connu plein de gens qui aiment le Japon et qui aiment le japonais qui ne sont pas comme ça. Il se trouve qu'en tant que youtubeur, il y a un truc qui est assez intéressant. Il y a un truc qui est... pourquoi j'ai voulu tenter le japonais ? Alors en 2 secondes, j'avais le choix entre grec moderne et japonais. Grec moderne, c'était à 8h matin le vendredi, j'avais pas cours le vendredi. Du coup, j'ai pris japonais. Voilà pourquoi. Voilà comment ça s'est passé. Bon. Guidé par la flemme et guidé par le planning. Mais du coup, c'est vrai que moi, ce à quoi j'ai été exposé en tant que vidéaste youtubeur, un truc qui n'existe, j'ai l'impression qu'en France, peut-être pas, mais cette association qui est geek égale culture un peu marrante, populaire, humour chelou, de jeunes, médiéval, JRPG aussi, jeux vidéo, manga, Japon. Et du coup, c'est comme ça qu'en événement, c'est normal pour tout le monde. Mais dans un événement où il y a des youtubeurs, t'as un mec qui vend des mangas, t'as un mec qui vend du poulet karage, t'as des gens qui sont déguisés en Sasuke, et t'as des gens en armure médiévale. Tout le monde est là pour aller voir des youtubeurs. Bon. C'est pas une association qui va de soi, quoi.
c'est pas une association qui vraiment, il n'y a pas un trait simple à tirer entre les deux concepts. Oui, c'est les conventions qui ont inventé ça, complètement. Et donc du coup, c'est parce qu'en fait, quand tu t'y penches 2 secondes, c'est juste qu'il s'adresse pas à un domaine spécifique de la culture, il s'adresse à une sociologie. Et c'est du coup, ça a sa pertinence, et ça a sa cohérence. Mais c'est comme ça que Linguistica est invité à Dijon Saiten ou à Japan Tour. C'est comme ça. Alors que je parle pas de Japon et j'aime même pas ça. Donc bon, c'est un peu drôle quand même. Puisque à ce moment, dans ces conventions, j'ai tout le temps des questions sur le japonais. Du coup, c'est quand que tu parles du japonais? Ah, du coup, tu parles du japonais? Du coup, t'avais des trucs sur le japonais? Non, j'aime pas ça. On passe à une autre question? C'est vrai. Hein? Bon. Bon. L'otaku aussi, ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Après, il y a les questions sur le Seigneur des Anneaux, toujours. Là, je suis plus bavard déjà. C'est pas un métier facile. Oh, si, ça va. Il suffit juste de se planquer un peu. Le pire, c'est juste éviter les free-hugs. Ils se mettent dans les points stratégiques, les free-hugs. Ils ont tout compris. Les free-hugs, ils se mettent aux intersections des allées. Ils se mettent vers les entrées. Et ils te regardent, ils font ah! Et alors, il y en a plein, ils en croisent plein, des mecs gênants qui font ah! Aussi, ils font des câlins extrêmement gênants, ils se connaissent pas, ils se tripotent, ils se touchent, ils sentent la sueur, t'as envie de mourir. Moi, quand ils font ça, c'est... Salut, hein! Adieu! Je t'ai pas vu! C'est des pervers, les free hugs. Oh, bah, en tout cas, il y a quelque chose à régler, je pense, oui. Il y a des petites discussions à avoir. Hein? Ouais, il y a 2 types de free hug. Il y a celui qui attend et il y a celui qui propose. Celui qui attend, ça va, mais... J'ai jamais été dans une convention, ça ne donne pas envie. Franchement, ça vaut le coup de voir, quand même. Alors, toutes les conventions ont des identités différentes et des choses différentes. Mais franchement, ça peut valoir le détour. Ça peut valoir. Ça peut valoir le détour. Moi, il y en a des chelous que j'ai faites. Hein. Avec les Bogdanov, par exemple, c'était bizarre. À Lyon. On n'avait pas de stand, on n'avait rien. Ils nous ont invités et il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de table. Japan Tour, ça va. Japan Tour, j'aimais bien y aller. Japan Tour, il y avait le stand de bouffe japonaise. Alors par contre, j'adore la bouffe japonaise. Ça, par contre, c'est une des raisons pour lesquelles je vais dans ce genre de truc. C'est pour toutes les petites heures et demie, aller chercher mon petit poulet karage. Allez. Voilà. Oui, non, mais je comprends aussi le côté, effectivement, il y a de la culture de niche, il y a des trucs très intéressants, il y a des trucs très profonds aussi en Chine, évidemment, bien sûr. Les Bogdanov sont mythiques. Ils font peur, un peu, de près. On n'a pas les mêmes free hugs au Québec. C'est peut-être parce qu'il y a moins de densité de population. Donc ils peuvent moins réessayer avec d'autres. Il faut vraiment pas qu'ils se loupent. Ils font plus attention, je sais pas. Enfin bref, alors, si vous m'accordez une pause de 2 secondes, je vais me resservir à boire et j'arrive. J'arrive, et on va transitionner. Sur les sujets de après.